est bon. Le message est envoyé. Voilà, comme ça laisse le temps aux gens d'arriver. Voilà. Alors, on va commencer par une petite annonce, en fait, qui n'a pas de lien directement avec le sujet qu'on va aborder. Cette année, la Gazette et les Geek Ferries lancent une grande activité pour les Geek Ferries Live, donc qui auront lieu en juin prochain, qui s'appelle Une famille en galion. Alors, je crois avoir le principe pointer son nez. Une petite idée déjà de ce que ça peut être. Et donc pour mettre en place cette activité, on a besoin de vous, tout le monde qui écoutez là, parce qu'on lance un grand sondage qui est disponible donc, sur notre site là maintenant, donc gazette-du-sorcier.com, qui sera sur Facebook dans quelques minutes également. Il y aura sans doute un lien sur le site d'EGF très bientôt aussi. Oui, je pense. Voilà. En tout cas, ça sera partagé sur les réseaux. Enfin, il y a toujours, ça sera mis en avant. Donc voilà. Donc une famille en galion, un grand sondage pour une grande animation qui aura lieu en juin prochain au Geek Ferries Live. Et donc on a besoin de vous pour donner vie à cette animation, à cette toute nouvelle animation en France. Voilà. Donc si vous voulez participer au sondage, n'hésitez pas, vous avez le temps de participer et il y aura un peu plus tard dans l'année les informations pour comment s'inscrire au jeu. Voilà, donc prenez note de l'information. On fera des rappels. Oui, de toute façon, je pense que des rappels seront faits de temps en temps pour relancer, pour peut-être les gens qui n'auront pas vu tout de suite, et puis qui seront ensuite noyés dans les news Facebook. Des fois, on loupe des informations, donc on fera des rappels, mais voilà, pour ceux qui sont là, si ça vous intéresse, allez voir sur la page, sur le site, c'est important. Sinon, le projet risque d'être un peu plus compliqué à s'organiser, je pense. C'est pour ça qu'on s'y prend maintenant. C'est une bonne idée, c'est une très 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 bonne idée. Donc du coup, pour introduire un petit peu le sujet du jour, donc on va parler un petit peu donc de féminisme, les figures maternelles. Je vois un petit peu sur le cahier le sexisme, voilà, un petit peu à travers l'univers d'Harry Potter. Donc déjà, moi, la première question, c'est est-ce qu'on va parler, on parlera des films et des livres? Alors plutôt des livres, mais on peut pas aussi mettre en parallèle les films sur les questions de représentation. Oui, c'est vrai qu'effectivement, ça pourrait être intéressant aussi. Mais juste pour savoir, parce que du coup, comme moi, ça fait un petit moment que j'ai pas relu les livres parce que ma pile à lire commence à déborder. Voilà, donc peut-être par moment, j'aurai des petits moments où je ne sais plus forcément quoi qui se passe, mais ça peut être intéressant effectivement de faire de parallèles de temps en temps avec le film et voir comment eux, ils ont essayé d'adapter déjà le support livre avec des fois on va dire les petits problèmes qu'il peut y avoir. S'ils les ont contournés ou pas. La plupart du temps, pas forcément, en fait, c'est un peu le problème. Donc voilà. Et du coup, aussi, comme tout à l'heure, Agatha posait la question, on sera plutôt sur vraiment Harry Potter, pas vraiment sur les animaux fantastiques, parce qu'il y a moins de matière. Donc, oui, pour l'instant, il n'y a qu'un seul film, même si le film fait 2 heures et quelques. C'est les années 20, voilà. Et puis même, en règle générale, il y a quand même plus de représentation quasiment que dans tout le reste d'Harry Potter en un film. Donc en soi, il y a des choses à revoir, mais ça reste que il n'y a pas encore assez de matière pour vraiment... Je pense qu'il faudrait attendre le 2 limite pour pouvoir en reparler. Alors que là, Harry Potter, on a 7 livres, quoi, donc forcément, c'est beaucoup plus dense. Il y a de la matière. Donc voilà. J'arrive, je suis désolé, je règle quelques soucis techniques. Tu fais CM, voilà, soucis techniques en même temps. Oh là là. Ah oui, d'accord, ok, comme ça. Voilà, on notera, les bénévoles n'ont pas le droit à l'eau. Merci Fab. On va attendre que tu règles peut-être le petit souci technique. Oui. À moins que sinon tu veux commencer à introduire un petit peu le sujet. Je pense qu'il est plus que moi pour introduire le sujet. Oui, alors... introduire le sujet. Qu'est-ce que le féminisme? Bon, alors, on va jamais tenir 1h30. Jusqu'à demain. Qu'est-ce que le sexisme? On en est là encore dans 3 semaines. Donc, on va commencer en fait par simplement rappeler que l'intérêt d'aborder aussi via Harry Potter, c'est que la sorcière, historiquement, est déjà une figure subversive en matière de genre. Que les sorcières, historiquement, ce sont des femmes qui ont de grands pouvoirs, qui guérissent, qui ont une grosse influence sur la société dans laquelle elles se trouvent, sur leur village, sur leur entourage. Que la sorcière, elle fait peur, en fait, parce que justement, elle a ce côté subversif
ce côté différent. Oui, et l'indépendance aussi. C'est surtout une des grandes, parce que une des grandes caractéristiques dans de la dans les sorcière. écrits, la plupart du temps, les sorcières vivent seules, ne sont pas mariées, n'ont pas forcément d'enfants. Et surtout, alors là, après, ça va plus dans les textes qui plutôt les diabolisent, mais c'est vrai que, par exemple, tout ce qui est le fait qu'elles soient seules et leur sexualité est vraiment mis en avant comme quelque chose de négatif, puisque du coup, finalement, on ne sait pas trop et que, après tout, ça les regarde. Et ça plaisait pas trop à l'époque. Donc, c'est vrai qu'elles ont un peu cette figure-là, quoi. Mais du coup, le fait de se détacher, de pas rentrer dans entre guillemets les normes à ce niveau-là, ça semble être presque des fois un critère pour dévaloriser leurs compétences. Voilà, à l'époque c'était dévalorisé. Aujourd'hui, voilà, avec le recul, on voit que c'était parce qu'elles étaient différentes, quoi. Donc, voilà. Mais donc, historiquement, la figure de la sorcière est une figure subversive qui a très fort évolué du coup dans la littérature jusqu'à présent. Au début, les sorcières, elles étaient méchantes, elles étaient dangereuses, elles étaient laides, elles étaient vieilles aussi. Crochues, avec des boutons, enfin la totale, quoi. Puis on a eu des évolutions, notamment Ma sorcière bien-aimée, qui a marqué quand même une des premières sorcières gentilles, on va dire, qui arrivait au moment où la magie, en fait, la technologie rendait beaucoup de choses possibles dans les foyers. Du coup, la magie de Ma sorcière bien-aimée, c'était un peu ça, c'était un peu ce côté je peux tout faire d'un instant à l'autre. Et puis, dans la fin des années 80-90, de nouvelles sagas comme Harry Potter, comme les Contes de Terre-Mère, où les sorcières deviennent plus sympathiques, plus bénévolentes, plus belles aussi. Disons qu'elles sont plus définies par le prisme que comme elles sont différentes, elles sont forcément moches, quoi. Voilà. C'est-à-dire que maintenant on a plein de types de sorcières différentes, comme il y a plein d'êtres humains différents. Et du coup, ça permet effectivement d'avoir ces sorcières un peu plus... moins manichéennes, elles sont pas méchantes, elles sont pas forcément toujours gentilles non plus, elles sont un peu comme nous, elles ont leur bon côté, leur mauvais côté, quoi. Mais ça va avec aussi le développement de la fantasy, de la science-fiction. C'est ça qui maintenant essaye quand même de plus s'ancrer sur quelque chose auquel on peut s'identifier, c'est-à-dire que les grands méchants parce qu'ils sont méchants et qu'ils ont un plan de méchant, au bout d'un moment, c'est un peu lourd, quoi. Ça n'a plus d'intérêt, en fait. Ça n'a plus trop d'intérêt. Et là, c'est un petit peu pareil, quoi. Et voilà. Et dans ce style-là, en fait, comme on parle souvent des baguettes et des balais. Il y a beaucoup de gens qui plaisantent sur le fait qu'on peut remplacer baguette par pénis dans Harry Potter. Voilà. Mais c'est un fond de vérité puisque c'est effectivement des symboles phalliques qui sont des symboles de pouvoir. Oui, c'est ça. Et qui symbolisaient justement cette subversion des sorcières, qu'une femme avec un balai, c'était quelque chose de masculin en fait. Et donc c'est d'où l'intérêt d'aborder le féminisme et le sexisme au travers du prisme d'Harry Potter, puisque ça fait partie de cette évolution en fait, de la société, de la perception des sorciers et des sorcières, qui donc se prête tout à fait au sujet. Et justement, ce qui est intéressant avec les baguettes magiques, dans Harry Potter, mais dans beaucoup finalement d'autres œuvres, c'est que on parle toujours d'une baguette magique comme d'un objet neutre, entre guillemets, dans le sens où on ne fait pas de différence entre les baguettes de sorciers et les baguettes de sorcières. Ils sont tous mis sur le même plan d'égalité. Au niveau de la source de leur magie, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Oui, c'est la même source de magie. En fait, ce qui diffère, c'est juste parce que c'est la baguette les choisit, donc forcément, c'est pas les mêmes compositions car tout le monde est différent. Et puis, ça va être leur affinité avec une certaine discipline, les charmes, la métamorphose, etc. Mais d'un point de vue de pouvoir, ils ont tous les mêmes possibilités. Et il y a vraiment une égalité qui est établie à ce niveau-là. Et bon, c'est pas quelque chose qu'a inventé J.K. Rowling, c'est quelque chose qui était déjà là avant, mais c'est important aussi sur les pouvoirs et les possibilités qui sont données aux personnages. Tout à fait. Il n'y a pas de en termes de pouvoir, il n'y a pas de hiérarchie à ce niveau-là. Et toutes les baguettes il n'y a pas de baguettes qui sont faites pour être plus puissantes ou moins que d'autres. Hormis la baguette de Suro, quoi. Oui, voilà, mais c'est vraiment le cas à part. C'est une légende. C'est une légende. Mais voilà, c'est vraiment une question d'affinité, la souplesse, etc. Mais il n'y a vraiment pas de hiérarchie. Oui, voilà, c'est pas parce qu'il y a une baguette qui va avoir, je sais pas, un crâne de licorne et l'autre qui va pas en avoir qu'elle sera forcément plus puissante. Elle sera juste différente dans sa composition. Tu vous as remarqué hier, quand on en discutait un peu pour préparer, qu'il n'y a pas de baguette homme-femme. Oui, c'est ce que... Oui, voilà, c'est ça. C'est une baguette et point.
Voilà, c'est après la baguette elle choisit et au final oui parce que même il me semble alors après là c'est vraiment je fais appel à des très lointains souvenirs. Il me semble que même par exemple au sein d'une famille que ce soit garçon fille ou même pas forcément garçon ou fille les baguettes peuvent des fois être réutilisées par quelqu'un et du coup ça peut être par ta mère alors que t'es un fils. Enfin, donc du coup je crois pas trop même si du coup elle est moins efficace. Elle est moins efficace, mais ça reste qu'on peut quand même la manipuler, mais c'est juste qu'elle est moins efficace parce que c'est pas exactement celle qu'il faut à la personne. Mais du coup, ça n'a pas d'influence et heureusement d'ailleurs, parce que ça se ferait comme pour les rayons de jouets ici où rose pour les filles et bleu pour les garçons. J'imagine déjà Harry Potter avec des baguettes roses et bleues et je me dis que je trouve ça absolument ridicule. Voilà, franchement, c'est. Même au-delà des jouets, aux États-Unis, les armes à feu qui sont vendues en rose pour les femmes. Ah oui, non, mais ça c'est magnifique. Enfin, moi, quand j'ai vu ça la dernière fois, j'étais morte de rire. Je me suis dit, c'est sûr que ça paraît tout de suite beaucoup moins dangereux. C'est beaucoup plus adapté. Donc voilà, donc on part sur une saga où il y a une base déjà beaucoup plus égalitaire au niveau de l'accès au pouvoir et aux capacités magiques. Mais ce dont on parle aussi souvent assez facilement dans cette saga, c'est les personnages féminins. Oui, forcément. Forts, logiquement. Tout à l'heure, on a évoqué Ginny et son côté badass. Mais il y en a plein d'autres en fait qui sont pas toujours évidents. Oui. Il y a Luna qui est différente, qui a son individualité, sa personnalité. Il y a Cho qui passe par des moments très difficiles, mais qui reste quand même aux côtés de Harry, qui revient quand même se battre à la fin pour la bataille de Poudlard. Qui fait partie de l'armée Dumbledore, qui s'engage dans l'armée Dumbledore alors que sa mère travaille au ministère et que... Disons c'est quelqu'un qui est actif, c'est un personnage féminin fort, actif, ce qui est important parce que... C'est quelqu'un de très doué, c'est quelqu'un elle est attrapeuse, joue au Quidditch, elle est... C'est vraiment pas... Et c'est justement quand on parlait des films tout à l'heure, c'est les films lui ont fait énormément de mal. Ah oui, mais moi complètement, j'avais pas du tout souvenir d'une show comme ça. C'est-à-dire que dans les films, en gros, c'est la petite copine d'Harry dans un épisode et ensuite... Ça. Et c'est le personnage qui fait que pleurer. Oui. Et alors, on oublie quand même qu'elle a vécu la mort de son petit ami. C'est pas rien, c'est pas anodin dans un temps de guerre. C'est quelque chose d'extrêmement tragique qu'elle a vécu et elle a tout à fait le droit d'être triste. Et à ce niveau-là, Harry est extrêmement insensible et immature parce qu'il comprend pas ça. Oui. Parce que il a vécu tellement de choses horribles qu'il a l'impression qu'il fait une hiérarchie de moi j'ai vécu pire, c'est pas si grave. Il est peut-être mort, mais moi j'ai perdu mes deux parents, un. Non, mais ça marche pas comme ça en fait. C'est ça. Et, un petit peu ça. Je veux dire, Cho, ça reste quelqu'un qui est extrêmement intelligente, qui est très douée pour c'est vrai que magie, le film, ça lui rend Quidditch. pas hommage. Franchement, dans le film, elle pleure tout le temps, elle se plaint. À partir du moment où elle est avec Harry, il la montre comme quelqu'un qui est hyper lourd, qui est difficile à vivre et le fait qu'elle pleure justement dans le film à l'inverse du livre où c'est montré simplement qu'elle pleure parce qu'elle est triste comme n'importe quel être humain, dans le film quand elle pleure c'est limite c'est bon c'est chiant quoi et moi j'étais là mais mettez-vous 2 secondes à sa place, elle vient de vivre des choses qui sont super difficiles parce qu'il s'est pas passé tant de temps que ça, on parle entre le 4 et le 5, lui il est comme mort à la fin de l'année, quand elle arrive en début d'année c'est passé que 2-3 mois. C'est ça, et puis elle a 16-17 ans, elle est très jeune. Il faut se rappeler que dans le tome 4, elle était la petite amie de Cédric, elle a quand même vu son petit ami affronter des dragons et même en oubliant le fait que il est mort de la main de Voldemort parce que c'est pas quelque chose qui était prévu dans le tournoi, mais déjà toute l'année elle avait quand même le stress il affronte quand même des épreuves très dangereuses. Il affronte des épreuves où il aurait pu mettre plusieurs mois à 100 mètres, voire ça aurait pu être très dangereux. Voire définitivement. Je veux dire, il y a un moment il affronte un dragon, il aurait pu le cramer en 3 secondes. Même si t'as quand même un encadrement, une surveillance qui est là, ça reste quelque chose qui est... Un encadrement à Poudlard. Un encadrement à Poudlard, la sécurité à Poudlard, c'est encore un autre débat. Mais je veux dire, c'était quand même, je pense, quelque chose qui était stressant aussi pour elle. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que dans le livre, c'est beaucoup plus montré qu'elle a réussi à tout encaisser, qu'elle a été un véritable soutien aussi. C'est vraiment, c'est un personnage fort.
actifs, ce qui est assez intéressant parce que pour moi, justement, dans les personnages féminins d'Harry Potter, on verra après, il y en a encore pas mal, mais dans le lot, moi je trouve qu'on peut aussi dissocier entre celles qui sont actives et passives parce qu'il y en a qui sont montrées comme fortes, mais finalement, en fait, on les voit pas vraiment faire des actes vraiment qui sont pas en rapport avec un autre personnage masculin, en fait. Et du coup, pour moi, ça reste un peu dans la passivité, alors que Cho, elle fait plein de trucs, quoi. À qui tu penses là, dans l'immédiat, Ginny, elle a des passages vraiment badass, mais en règle générale, quand elle agit aussi pour protéger Harry, quoi. Donc c'est pas, pas toujours, mais il y a beaucoup de passages où elle essaye de le protéger. Je pensais à elle. Je parlerai même pas de la représentation. Alors dans le bouquin, ça va, mais alors la représentation de Beauxbaton dans le film, j'ai eu envie de me tirer justement, une balle. on a beaucoup de choses à dire. C'est un enfer. Donc on en parlera après, mais voilà, il y a quelques personnages comme ça où voilà, par exemple, dans les personnages plutôt adultes, Narcissa, où les seuls moments où elle est vraiment badass, c'est quand elle est son fils. Mais en même temps, bon, si elle avait pas un mari qui était aussi horrible, peut-être qu'elle aurait pas besoin de faire autant de choses. À côté de ça, ça a l'air d'être quelqu'un qui a l'air d'être très intelligent, très instruit, qui pourrait faire plein de choses, mais les seules choses qu'on nous montre qui sont intéressantes, on va dire entre guillemets en tant que prise de position, c'est par rapport au fait qu'elle veut protéger son fils et que son mari, lui, il bougerait pas un petit doigt pour lui, quoi. Donc voilà, c'est particulier, quoi, ce traitement-là. Mais Cho est encore à part. C'est vraiment un personnage actif. Mais je trouve qu'un aspect important dans Cho, par rapport à un autre personnage féminin, souvent le premier personnage féminin qui est cité quand on parle de personnage féminin fort, c'est Hermione, et qui est effectivement un personnage qui est extraordinaire, voilà, qui est très douée, qui est très intelligente, qui a un esprit très logique, mais qui a ce problème de la façon dont elle est perçue, notamment par Harry et Ron, où elle est jugée comme étant une fille super, mais une des raisons pour lesquelles elle est considérée comme une fille super par Harry et Ron, c'est parce qu'elle est différente des autres, parce qu'elle est pas trop féminine. Oui, voilà, le fameux mais toi t'es pas comme les autres. C'est ça, t'es pas une vraie fille. Voilà, c'est ça, t'es pas vraiment une vraie fille, t'es plus comme un mec, et ça c'est ça, parce qu'elle fait pas spécifiquement attention à son physique, etc. Et c'est très malsain comme. Oui, et le pire c'est qu'en plus de ça, c'est qu'au moment où elle commence à devenir féminine, pouf, subitement elle est perçue réellement comme une fille, et donc Ron il ne veut que la pécho. Et justement, ce qui est intéressant avec le personnage de Cho, c'est que pour le coup, elle est décrite comme jolie, comme une fille. C'est pas comme Hermione où voilà, elle est décrite entre guillemets comme pour Ron, d'un point de vue de Ron, une fausse fille. Où voilà, Jo, elle est avec ses amis, elle est jolie, etc. Mais pour autant, elle ne se limite pas à ça. Comme on l'a dit, elle est très courageeuse, elle est sportive, elle est douée pour le Quidditch, elle s'implique dans l'armée de Dumbledore. Et c'est vraiment important aussi d'avoir des personnages qui sont pas des personnages forts sous prétexte que ce sont pas des vraies filles. Oui, c'est ça, que c'est pas des personnages qui est un concept complètement absurde, qui sont pas doués de féminité. Et c'est vrai que c'est pas, il y en a pas énormément, parce que même Luna qui est dans le film, en tout cas l'actrice est voilà, est très jolie, elle a un visage qui fait très mignon, tout ça, mais dans le bouquin, la façon dont elle est décrite, c'est quand même quelqu'un qui est surtout axé sur le fait qu'elle soit étrange, qu'elle est mise à part, et les gens la trouvent pas forcément très avenante. Elle fait pas attention. Elle voit tout le temps qu'elle a les cheveux très sales. C'est ça, voilà. Et du coup, pareil, là, on est dans le personnage féminin et badass, mais elle est pas, entre guillemets, elle a pas cette représentation féminine, parce que tout de suite, on a l'impression que sinon, le personnage serait moins puissant, moins intéressant. Et justement, à ce niveau-là, un personnage qui est très intéressant et qui est souvent très sous-estimé, c'est le personnage de Fleur de la Cour, qui sauf dans le film. Voilà, sauf dans le film, justement. Mais c'est un personnage qui, au premier abord, est l'archétype de la fille très belle qui ne se soucie que de son physique, etc. Et en fait, quand on prend le temps de regarder, c'est un personnage qui est hyper badass. Oui. C'est un personnage qui est... Alors, ce qu'on oublie souvent par rapport à Beauxbaton, c'est que justement, le film a fait beaucoup de mal. Beauxbaton n'est pas une école de filles. Non. C'est une école mixte, comme Poudlard, comme Durmstrang. Mais en France, quoi. C'est ça. Donc, Fleur n'est pas la meilleure parmi un groupe de filles. Fleur est la meilleure de son école. Elle est meilleure que des sorciers. Donc, il n'y a pas de... c'est la meilleure parmi d'autres filles. Donc, c'est important aussi de rappeler ça. Elle est donc assez douée pour être sélectionnée pour une championne. Ça veut dire que c'est quand même pas la première sorcière. C'est pas rien, quoi. Voilà. Elle arrive à affronter un dragon. Elle a des bonnes notes à l'issue de la première tâche. La seconde tâche, elle échoue, mais elle échoue pas parce qu'elle n'était pas capable de résoudre l'épreuve, parce qu'elle avait
elle avait résolu l'énigme de l'œuf, Ouais. elle avait trouvé une technique, puisqu'elle avait trouvé le sortilège de tête en bulle. Et finalement, ce qui l'a bloqué, c'est le fait d'être avec des strangulos, et elle a perdu tout son contrôle Oui. en voyant que c'était sa sœur. Oui, bah forcément, elle a réagi comme beaucoup d'êtres humains. Je pense que si demain on t'envoie un message avec toute une piste cachée et qu'à la fin tu te rends compte que si tu résous pas le truc, je sais pas, t'as ton frère, ta sœur ou tes parents qui meurent. Oui, je pense que n'importe qui aurait un petit coup de C'est stress ça. et perdrait un peu ses moyens parce que c'est pas donné à tout le monde. Forcément, c'est compliqué. Et d'ailleurs, moi je trouve que dans le bouquin, ça arrive à faire un joli pied de nez puisqu'elle est d'abord décrite comme une fille jolie, machin, etc. Et un petit peu après, justement, alors que les personnages la sous-estiment un petit peu, bam, elle arrive, Ouais. elle résout le truc en premier et elle est choisie et tout le monde la regarde comme ça en mode ah bon, et en fait c'est là qu'on se rend compte que oui, parce qu'elle est jolie, mais elle est intelligente, C'est ça. elle est pertinente, elle a su se débrouiller jusqu'au bout, c'est quand même c'est pas rien quoi. Et quelque chose qui est, pour le coup, qui est complètement absent des films, mais c'est que vraiment, elle a des opinions qu'elle n'hésite pas à exprimer, c'est quand même une grande force de caractère. Enfin, notamment, c'est le premier personnage qu'on entend remettre en question Poudlard, en dehors de Lucius Malfoy. Ce qui est quand même pas le parallèle le plus facile à vivre. J'avoue, pour la elle. pauvre. Et c'est la seule qui dit oui, mais à Poudlard, là, la cuisine, ça veut pas ça. Il fait un peu froid. Il fait un peu froid, Ouais, la décoration, c'est pas trop ça. Votre Mais sécurité, c'est pas. c'est ça. Jusqu'ici, Poudlard, on l'a toujours vu du point de vue d'Harry. Pour qui c'est sa première maison, donc c'est quelque chose de merveilleux qu'on peut pas critiquer. Il idéalise un petit peu quoi. C'est ça. Et elle, c'est la première à aller mettre une petite pichenette dans cet équilibre. Et donc du coup, forcément, tout est fait pour qu'on l'aime pas au premier abord. C'est ça. Alors qu'en fait, elle a quand même une sacrée force de caractère pour oser faire ça. Et dans la même idée, quand elle tombe amoureuse de Bill et que du coup elle décide de rester au Royaume-Uni avec elle, etc. Enfin, les Weasley, ils lui font pas de cadeaux quand même. Ils sont quand même vraiment pas cool avec elle, pas tolérants. Et pourtant, elle renonce pas et elle se dit non mais Puis il me semble qu'en plus dans le livre il y a marqué que comme Bill voyageait beaucoup, il bouge énormément et tout. Enfin ça, voilà, ils ont quand même une vie qui est pas c'est pas la vie posée. Maintenant elle est mariée, tu restes à la maison et c'est tout quoi. Un peu justement à la différence du personnage de la mère des Weasley, Molly, où c'est pas trop la même chose. Et elle s'est quand même engagée. Enfin je veux dire. On ne sait pas très bien comment était la politique et l'impact de Voldemort en France, mais je veux dire, quand à la fin dans le tome 5, et elle est membre de l'Ordre du Phénix, alors qu'elle a 17 ans, 18 ans, et que peut-être qu'elle connaissait... Enfin, je ne suis pas sûre... On ne se rend pas vraiment compte à quel point Voldemort a un impact en France, mais c'est ça. Je veux dire, elle n'a pas hésité à aller combattre aux côtés de l'Ordre du Phénix pour... Parce que c'est un des valeurs qui lui parle et c'est quelque chose qui est super courageux et c'est quelque chose qui est très vite oublié. Dommage, c'est un peu donc dommage. C'est quand même très important comme personnage et qui change de ce qu'on a l'habitude de voir et du coup des personnages classiques qu'on dit d'Hermione, de Ginny. Il y a d'autres aspects plus subtils. C'est pas forcément quelque chose qu'on voit à la première lecture, mais ça reste un élément important quoi. Alors après, du coup, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres personnages qui avaient été comme personnages forts. On a parlé de Tonks, on a parlé de Luna, on a parlé de Ginny. On n'a pas trop parlé de Tonks. On n'a pas trop parlé de Tonks. On a parlé. J'ai évoqué Molly, mais Tonks, on n'en a pas du tout parlé, je crois. Parce que voilà, Tonks, elle a quand même aussi ce côté particulier. Oui. Mais de nouveau, on retombe dans les personnages dont on disait tout à l'heure qu'ils sont personnages féminins acceptables parce qu'ils ne sont pas tout à fait féminins. C'est ça. Tonks, c'est ça aussi. Mais après, on peut se dire, voilà, la question aussi, c'est cette particularité d'être métamorphomage. Oui. Donc elle peut changer son apparence un peu à volonté. Et à quel point on peut vraiment dire, c'est dommage d'avoir un personnage féminin fort, mais qui voilà n'est pas une vraie fille. Ou à quel point on peut se dire, sortons un peu de la catégorisation binaire, homme-femme. Voilà, Tonks, elle est nulle part elle n'est pas dans une de ces deux catégories, elle est entre les Tonks, deux. à mon avis, on pourrait carrément la définir comme non binaire. Mais il y a beaucoup de théories et de il y a beaucoup de théories là-dessus. Voilà, et moi, je trouve que ça serait très très pertinent parce que, comme tu dis, finalement,
on ne sait pas trop. Et c'est ça qui rend le personnage intéressant. Et c'est un peu dommage que justement, que ça soit plus le film. Dans les livres, c'est un peu plus nuancé. Justement, on ne sait pas trop. Mais dans les films, c'est vraiment représenté comme une fille qui est justement pas très féminine, un peu garçon manqué, comme on dit. Je trouve ça dommage qu'ils aient éludé ce côté-là, en fait, un petit peu. Dans les livres, quand même, dans les livres, on voit quand même ce côté-là, oui. tenue de cuir un peu et un peu rebelle. Les cheveux roses, courts, pétants. Voilà. Dans les films, on le sent moins. Là où je dirais que j'ai le plus de mal, c'est l'évolution de Tonks, en fait. La manière dont elle quitte cet aspect en fait, un peu non-binaire de sa personnalité pour s'accrocher à Lupin. Oui. Et pour au final suivre la même voie que les voies qu'on attend quasiment de la plupart des sorcières qui sont mère au foyer. C'est ça. C'est très rapidement, à partir du moment où elle est avec lui, elle perd tout son côté rebelle, à vouloir changer les choses. Et en fait, elle est un petit peu, c'est toujours, s'il fait quelque chose, elle va le faire. Et elle reste toujours un peu dans son ombre. Et elle perd justement ce côté-là, alors que ça aurait pu rester, puisque après tout, je veux dire, Lupin, Voilà. Elle s'accroche à lui. C'est quelqu'un de particulier. Et l'une des premières choses qu'on voit à propos d'elle après ça, c'est qu'elle est enceinte, elle va devenir une mère comme les autres. Alors voilà, ça soulève des questions sur la manière dont on perçoit les personnages. Si on s'accroche à la vision, on va dire, binaire du monde, homme-femme, elle perd ce côté subversif. C'est ça. Si on perçoit de manière plus ouverte sur un spectre plus large, on peut se dire, c'est pas un problème. Elle était non-binaire, elle change, elle passe... Elle prend plus des aspects féminins et plus un rôle féminin traditionnel. C'est justement pour moi aussi un problème, parce que du coup, justement, de ces personnages qui sont montrés comme forts dans un premier temps, ils finissent tous par rentrer dans cette case de je vais être une mère. Voilà. Et en plus, non seulement je deviens une mère, mais comme si ce statut était le seul acceptable. C'est-à-dire qu'on a Molly Weasley qui est vue comme la mère idéale, on a Tonks qui devient une mère alors qu'elle est très jeune, et à côté, les seuls personnages, il y en a beaucoup, on ne sait pas vraiment, mais les personnages qui sont présentés comme seuls, en tout cas ne pas mariés et pas d'enfants, c'est des personnages qui sont extrêmement négatifs. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Ombrage, qui est quand même décrite avec ses allures de vieille tante célibataire, qui est habillée en rose, donc hyper féminisée, et qui est décrite comme un personnage diabolique. Cette horreur en rose. Et c'est vraiment, il y a presque une diabolisation de ce statut qui est, il y a comme s'il y avait que ce statut de mère qui était un statut acceptable. Et je trouve que ça colle un peu avec l'issue du bouquin, avec cet épilogue où ils finissent tous casés, mariés, avec toute leur flopée de gamins à 25 ans. Et voilà, c'est aussi un problème, du coup, je trouve, où ça va un peu à l'encontre de ce qui avait été établi au début. Après, il y a quand même des personnages... Bon, c'est discutable, mais McGonagall, elle est techniquement... C'est ce que j'allais dire. Elle est techniquement célibataire, elle est stricte, mais juste... C'est même encore plus particulier dans le cas de McGonagall, parce qu'elle a été mariée... Si on se base sur Pottermore. Si on se base sur les livres, juste, après, ça dépend. Après, ça dépend, soit elle est célibataire, soit elle est veuve. Dans les deux cas, c'est un personnage fort qui n'a jamais exprimé une volonté d'avoir d'enfants, de se marier, de faire une quelconque descendance, et qui a un rôle excessivement important, qui n'est jamais montré comme quelqu'un qui aurait plus de valeur si elle devenait justement mère. Et à l'inverse, c'est quand même le personnage qui au bout d'un moment se retrouve à la tête de Poudlard, alors que c'est le chaos, que je pense que personne n'en voudrait. Honnêtement, c'était un petit peu la bombe chaude, ils ont dû lui refiler en mode débrouille-toi. Elle a assuré nickel. C'est assez impressionnant, et justement c'est assez marrant parce qu'on a ce personnage là et à côté on a Ombrage, et je sais pas si J.K. Rowling a voulu justement vraiment faire les deux entités différentes de ce qu'on peut visualiser pour une femme entre guillemets célibataire / indépendante qui a du pouvoir, parce que finalement McGonagall, outre le fait qu'elle soit après sous-directrice puis directrice, elle est aussi prof comme Ombrage, qui était quand même une position entre guillemets de pouvoir, en tout cas dans l'univers d'Harry Potter, parce que quand on voit tout ce que les profs ils peuvent faire, moi je suis là, ils ont quand même sacrément de pouvoir sur la vie des élèves, mais c'est ça qui est intéressant. Et pendant très longtemps je me suis demandé, est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'est juste parce qu'elle a fait ses personnages, de vraiment avoir ces deux personnages qui sont vraiment
à l'opposé total. Mais moi, je vais du coup aller un peu dans un autre sens et soulever une autre question. C'est que McGonagall, contrairement à Ombrage, elle n'est jamais représentée comme vraiment féminine. Oui, puisque Ombrage, elle est quand même associée au rose, au chaton, au mignon, au machin. C'est vrai. McGonagall, elle est stricte, sévère, c'est le vert, dans les films, c'est ses costumes pointus, les épaules pointues, c'est son chapeau pointu, etc. Les motifs écossais surtout. Écossais. Aussi. Des trucs vieux, entre guillemets. Quoi. Mais aussi, elle se montre quand même d'une certaine manière maternelle et protectrice envers Harry. Et elle a quand même ce côté un peu mère de substitution pour Harry. C'est vrai. Dans un genre différent de Molly, qui est vraiment la mère poule, on va dire. Et McGonagall, pour moi, la scène qui représente le mieux ça, c'est après la discussion de Harry avec Ombrage, justement, dans le tome 5, McGonagall qui prend Harry, où il se dit il va se faire remonter les bretelles. Et prenez un biscuit Potter. Voilà. Elle a quand même ce côté protecteur et maternaliste. Et si on va encore plus loin dans Cursed Child, qu'il ne faut pas mentionner. Non. Il y a quand même une évolution intéressante du personnage là-dedans aussi, où elle est directrice de Poudlard et elle a ce côté protecteur de ses élèves. Oui, mais je pense que moi c'était plus ça. Hein. Je pense en tout cas, ça se voit un petit peu aussi dans les livres. Elle est très protecteur avec Harry, mais en même temps, elle l'a recueilli quand elle était enfant. Elle a assisté au moment où il a été déposé et tout, donc forcément, elle a un lien avec lui qui est un petit peu différent des autres. Et elle passe la journée à guetter devant chez les Dursley pour voir comment ils sont. C'est ça. Il lui a jamais dit. Oui, elle lui dit jamais. Et justement, par contre, c'est là qu'on voit la session un petit peu, c'est-à-dire que nous, on le voit, mais à aucun moment c'est utilisé dans l'histoire pour montrer qu'elle est mieux parce qu'elle a ce trait-là. Parce qu'à l'inverse, Molly, quand elle fait un truc pour ses enfants, c'est la mère parfaite. Là, non, elle a veillé sur lui, mais je pense comme n'importe qui aurait assisté à devoir déposer un enfant qui vient de perdre ses parents sur le perron d'une porte et te dire mais comment il va vivre quand tu sais que la famille qui est en face, c'est des cons. Et je comprends un petit peu le fait qu'elle se soit investie. Et à côté de ça, par contre, dans le livre, c'est bien montré qu'elle se soucie de tout le monde. Quand à la fin, à la grande bataille, elle est prête à faire des trucs de fou pour protéger ses élèves, quitte à se mettre en danger littéralement. Pour moi, c'est sûr que ça fait très maternel, mais comme n'importe quel prof qui a participé et qui s'est mis en travers pour protéger les élèves, parce que pour eux, c'est important, c'est quelque chose qui est important. Mais elle n'est même pas montrée que par ça. Après, il y a aussi le problème qu'elle est beaucoup montrée par rapport à Dumbledore. Bon, ça, c'est un véritable problème. J'ai eu pendant très longtemps très peur qu'il se passe un truc entre les deux avant la fin du bouquin et je me suis dit s'il vous plaît ne faites pas ça. S'il vous plaît arrêtez, c'est inutile en plus, ça aurait été juste complètement bizarre et un peu malsain d'ailleurs parce que imagine tu bosses avec quelqu'un depuis des années. McGonagall elle a l'âge d'avoir été élève de Dumbledore. Ouais c'est ça, c'est un peu mais du coup pour aller sur les personnages qui ont un peu ambigu et du coup pouvoir parler d'autres sujets parce que sinon on va être un peu juste niveau temps. Parce qu'on a parlé du personnage de Molly qui était une femme très forte, qui malgré le fait qu'elle soit une femme au foyer, on voit qu'elle a une magie très puissante puisque elle arrive quand même à vaincre Bellatrix Lestrange, ce qui est un symbole très important à la fin de l'œuvre. Qu'elle est c'est un dragon, quoi, Molly. C'est la vraie Gryffondor. Moi, D'ailleurs, notons que tous les dragons sont des dragonnes dans la première tâche. Oui. Parce qu'on dit souvent dragons, mais ce sont des dragonnes. Ce sont des dragonnes. C'est vrai. C'est la figure maternelle suprême qui protège ses œufs. C'est ça, c'est la dragonne. Mais donc, du coup, c'est souvent un personnage qu'on montre comme très, très, très puissant à ce niveau-là. Mais pourtant, ça fait quand même partie des personnages qui vont se montrer sexistes par moments. Ah, que oui. Et notamment, un des exemples sans doute les plus parlants, c'est au moment du tome 4, quand Rita Skeeter écrit ses articles sur le prétendu triangle amoureux entre Hermione, Harry et Krum, où Molly, qui lit les articles de Rita Skeeter, part du principe que c'est vrai, sans avoir d'informations de sources directes, sûres, on va dire. Et basé là-dessus, elle va décider, elle va punir Hermione de cette non-attitude en lui envoyant un tout petit œuf de Pâques ridicule, alors que les autres, dit qu'elle a un œuf de la taille d'un œuf de poule, alors que les autres. C'est méga mesquin quand on parle. C'est limite un peu puéril, quoi. C'est genre, t'oses faire ça, bah tiens. Mais ce qui est, c'est
elle décide de punir Hermione. Ouais. Oui, voilà, elle décide pas de Elle punir dit Harry, qu'Hermione ni est Crum. responsable. Je pense qu'avant qu'on poursuive Ouais. là-dedans, il faut quand même recentrer et rappeler que là, on va parler du coup du sexisme ordinaire dans Harry Potter. On passe sur la section un peu sexisme ordinaire dans Harry Potter. Donc le sexisme ordinaire, c'est toutes ces idées qui sont engrainées, qui sont dans les têtes dans une société. Qu'on a intégré sans en être Qu'on a forcément intégré. conscient. C'est ça. Et qui donnent une idée que les filles, femmes ou toute personne non masculine, en fait, est inférieure d'une manière ou d'une autre, C'est ça. a des responsabilités différentes, notamment en matière de sexualité, a des responsabilités différentes. Et donc, il faut qu'on ressente là-dessus sur le sexisme ordinaire dans la saga, ce qui ne veut pas spécialement dire que la saga est sexiste en elle-même. Mais c'est juste qu'il y a des occurrences de sexisme ordinaire dans Harry Potter et qu'il est important d'en être conscient et de les identifier parce que ça permet justement de réfléchir à tous ces problèmes et à ce double standard. C'est ce qu'on parlait hier dans une discussion sur Star Wars où je disais il est important que même sur des œuvres cultes, on soit capable de pouvoir prendre suffisamment de recul pour regarder qu'il y a aussi des choses qui dans l'eau ne vont pas. Ça ne veut pas dire que tout est acheté, bien évidemment, mais simplement il faut bien en avoir conscience. Parce que dire mais non, cette œuvre elle est intouchable parce qu'elle est parfaite, c'est pas le cas, parce que dans l'eau il y a des personnages qui sont écrits parce que ils sont écrits parce qu'ils sont comme ça, parce que comme dans toutes les histoires il y a des personnages, ils sont pas tous forcément ils sont très stéréotypés, ils sont là pour répondre à un objectif. Il y en a qui sont pas tous fortement sympathiques ou tous forcément ouverts à, par exemple, à ce genre de sujet-là. Molly c'est l'exemple premier de la mère qui s'inquiète, donc du coup elle a la réaction hyper méga sexiste de punir la fille parce que c'est de sa faute à elle. C'est vrai qu'effectivement, c'est important d'en avoir conscience en lisant Harry Potter ou même en regardant les films. Et c'est d'autant plus important dans la mesure où, justement, il y a des aspects qui sont très féministes et qu'elle est souvent valorisée en disant pour ça. Mais voilà, c'est bien de le reconnaître et il faut le reconnaître et c'est des inspirations sur certaines choses. Mais justement, c'est pas parce qu'elle peut être très féministe sur certains points qu'elle peut pas être extrêmement sexiste, extrêmement problématique. Et c'est justement quand il y a tout ce spectre de possibilités et d'angles différents que ça devient le plus difficile de trier justement et d'identifier les passages les plus problématiques. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il y a des personnages qui sont un peu ambigus, c'est-à-dire d'un côté ils sont forts mais ils sont rattachés à des personnages masculins, mais en même temps c'est très compliqué finalement. Et c'est ça qui fait toute la richesse de l'œuvre. Exactement. Mais c'est bien effectivement d'y réfléchir dessus et peut-être d'essayer de voir ça autrement. Le personnage de Molly, tout le monde dit mais c'est la figure féministe. Oui, mais enfin elle est mère au foyer. Est-ce qu'on connaît autre chose d'elle que ça, hormis peut-être éventuellement son âge? On ne sait pas où est-ce qu'elle a vécu, et son attitude. On ne connaît pas où est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a eu comme enfance, est-ce qu'elle a de la famille autre que sa famille à elle qu'elle a construite. Et puis est-ce qu'elle a travaillé un jour dans sa vie? Est-ce qu'elle a toujours été mère au foyer? Est-ce qu'elle a des passions? On n'en sait rien. Parce que ça soulève d'autres questions. Il y avait un article où on disait que si la vie, la santé financière de la famille Weasley est si difficile, pourquoi est-ce que Molly ne travaille pas? Elle en a la capacité, elle pourrait être... Sachant surtout qu'au moment où on voit le film, ces enfants, ils vont tous aller à l'école toute l'année. Oui, elle n'a pas d'enfants en bas âge. C'est assez fou. Et d'ailleurs, je suis en train de me poser la question, c'est qu'elle est mère au foyer, mais mère au foyer avec qui quand ils sont tous à Poudlard? Après, je pense qu'il y a un truc qu'il faut mieux... La goule. Je pense qu'il y a quand même un aspect de son travail qu'on oublie un peu, c'est qu'à partir du tome 4-5, surtout 5, elle est membre de l'Ordre du Phénix. Donc elle fait des choses pour l'Ordre du Phénix, elle a des missions à ce niveau-là, elle a un certain nombre de tâches. Donc même si elle a quand même ce statut de mère au foyer, elle n'est pas inactive parce que elle est quand même associée avec cette organisation qui est très puissante et qui fait beaucoup de choses et dans lequel elle s'implique. Mais c'est vrai que entre le moment où l'Ordre Phénix se ressoude, se reforme et le moment où Ginny était rentrée à Poudlard, il y a quand même eu 2-3 ans. Ouais. Voilà, d'ailleurs, j'en profite parce que comme on est dans cette thématique, on a une intervention, quelqu'un qui dit « Je pense que les femmes sont un peu comme J.K. Rowling, qui est une femme au foyer, qui a fait des histoires pour ses enfants, donc c'est un peu le but des femmes. Je pense que c'est une déformation due à l'auteur. »
Il y a sûrement une part de vrai, parce que je pense que les personnes qui écrivent souvent s'inspirent de choses qu'ils connaissent, donc ça peut être leur quotidien ou des quotidiens de proches. Ça n'empêche qu'il faut savoir aussi sortir des choses qu'on connaît, s'informer, essayer de créer des choses différentes, c'est un peu le but. Ça ne justifie pas le fait de recréer des situations sexistes sans... On est d'accord. Quand on parle des figures maternelles dans Harry Potter, voilà, c'est pas juste J.K. Rowling elle-même qui est une femme au foyer qui écrit pour ses enfants. Il faut quand même rappeler qu'elle a perdu sa mère au moment où elle écrivait les premiers tomes d'Harry Potter, que sa mère souffrait de sclérose en plaques, qui est une maladie quand même difficile à porter, à vivre, tant pour la personne qui en souffre que pour l'entourage aussi, l'entourage direct en tout cas, les enfants, voilà. Donc il y a clairement un problème, un ressenti et une expression de ce ressenti envers les figures maternelles qui est très important. On parlait du sexisme ordinaire, mais un autre truc dont on peut parler un peu, du coup, juste là maintenant brièvement, on parle beaucoup de ces figures maternelles qui sont parfaites, qui sont idéalisées, Molly, Narcissa, très protectrices. Mais moi, ce que j'aime même McGonagall, justement, du coup, comme tu disais tout à l'heure. Qui ont tout un aspect de maternalité, on va dire, différent et complémentaire. Mais on oublie aussi parfois qu'il y a des figures maternelles qui ne sont pas du tout idéalisées dans Harry Potter. On a Mrs. Black, la mère de Sirius, qui, de son vivant, n'a manifestement pas été particulièrement sympathique avec certains de ses enfants. Non, pas trop. Et dans la mort non plus. Non. Pétunia, qui est horrible avec Harry, qui est son enfant de substitution, et qui, avec Dudley, lui montre un certain amour, mais un amour très excessif et malsain. La mère de Hagrid, qui l'a abandonné en fait, son fils, parce qu'on aurait pu avoir le père de Hagrid qui s'en va et la mère qui reste, mais ça a été l'inverse. C'est le père de Hagrid qui l'a éduqué, qui est resté auprès de lui, et sa mère, et c'était la mère qui était géante, qui a disparu. Donc on a quand même une série de mères dans Harry Potter qui au final ne sont pas si maternelles, reluisantes, mais qui qu'on oublie, et qui, du fait qu'elles manquent ce côté maternel, sont considérées comme horribles. Et d'ailleurs, ça rejoint une intervention qu'on a eue tout à l'heure et qui était super intéressante, mais j'attendais qu'on en vienne à un point où ça pouvait être pertinent de la poser. C'était justement quelqu'un qui demandait s'il n'y avait pas un très fort contraste entre le traitement des personnages féminins, entre les méchants et les gentils. Et je pense que ça rejoint ce que tu es en train de dire. Oui, et puis un peu du coup ce qu'on disait tout à l'heure sur le personnage d'Ombrage, qui est hyper féminisé. Bellatrix aussi, elle a un côté un peu comme ça, c'est dans l'admiration. C'est typiquement le personnage féminin méchant, où finalement tout ce qui est valorisé chez d'autres personnages gentils est dévalorisé chez elle parce qu'elle est intelligente. Comme par exemple les Hermione, elle est très jolie comme peut être Fleur de la Cour, mais elle a ce fond méchant qui fait que le fait qu'elle soit intelligente et jolie, c'est pas bien. Elle a une magie, elle est très très douée en magie. Ils disent très bien que c'est une sorcière extrêmement douée qui est animée par sa folie, mais même sans ça, elle a toujours été très talentueuse. Elle n'est pas maternelle, pas du tout. Au point que, il faut le mentionner, Cursed Child a posé de nombreux problèmes aussi là-dessus, puisqu'elle est supposée avoir un enfant dans Cursed Child. Ce qui remet en question justement toute cette visite, parce qu'on se dit, Cursed Child, on l'écarte, on ne peut pas concevoir que Bellatrix soit mère. Mais d'un autre côté, est-ce que justement, c'est pas une bonne chose qu'on se dise, en fait, finalement, elle était mère aussi. Ça permet de nuancer le personnage. Est-ce que ça permet pas de nuancer le personnage, de se dire, voilà, je dirais jamais du bien de Cursed Child, mais là peut-être qu'il y a un aspect intéressant sur le traitement du personnage de Bellatrix qui fait que on quitte un peu ce côté manichéen de les méchantes sont pas maternelles et les gentils sont maternelles. Narcissa, au final, tout le monde considère quand même que c'est un peu une gentille. Il y a un peu une glorification de l'amour parental, parce que c'est pas que paternel aussi, il y a aussi au niveau des pères de Harry Potter, et effectivement, même des fois au-dessus de tout. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez impressionnant dans la construction des relations, les relations. Les liens même de figures de substitution, que ce soit maternelle ou paternelle, sont extrêmement importantes, et Lupin, Lupin, Sirius, Dumbledore, Hagrid, qui sont
vraiment qui ont une importance qui vont presque au-delà des liens d'amitié ou d'amour passionnel. Complètement. Donc du coup, on va essayer de recentrer à nouveau sur le sexisme ordinaire. Sur le sexisme ordinaire. Donc du coup, on avait le triangle amoureux où Molly punit Hermione, donc clairement, oui, c'est du sexisme. Et là, par exemple, pour moi, je pense que c'est un bon exemple de sexisme ordinaire vraiment intégré. C'est-à-dire que la seule chose qu'elle pense, c'est ce qu'elle a fait est mal, puisque, entre guillemets, c'est une fille, elle n'a pas à faire ce genre de choses-là. Et surtout, c'est que d'une certaine manière, ça peut... Je pense qu'à ce moment-là, elle comprend très très vite qu'il y a un truc entre Hermione et Ron. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être aussi ce côté, on touche pas à mon garçon. Sauf que du coup, elle ne punit que Hermione. Elle pourrait punir Harry, puisque Harry est quand même le meilleur ami de Ron. Donc s'il se passe un truc entre les deux, sachant que je pense que la mère, elle a très vite compris, d'ailleurs c'est montré plus ou moins de façon subtile qu'elle a compris que Ron, il y a un truc avec Hermione, clairement. Je suis pas certain, parce que pour moi, Harry, elle le considère presque comme son fils aussi. Oui, mais donc, je sais pas, t'as blessé... Pour moi, elle protège Harry, tu as blessé mon fils. Oui. Oui, peut-être plus dans ce sens-là. Qui est Harry. Oui, ça reste que c'est quand même Hermione. Et c'est quand même ta faute. Mais c'est pas, voilà. Tu peux pas faire ça. Oui, complètement. Tu peux pas faire ça à mon petit Harry chéri. Oui, c'est ça. Et là, par exemple, c'est vraiment intégré parce que du coup, en gros, ça renvoie l'idée que Hermione ne peut déjà, ne peut pas avoir le choix. Que même si elle a choisi, imaginons, voilà, elle a été avec Crump ou elle se retrouve avec Harry, c'est mal. Pourquoi ? On sait pas. Elle était avec Harry. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pas la faute de Harry. C'est l'image l'image en plus complètement faussée que renvoie Rita Skeeter d'Hermione qui papillonne et que c'est vu comme quelque chose de pas normal, de répréhensible, alors que, d'une part, c'est pas vrai, et si c'était vrai, c'est pas un problème. Voilà, c'est exactement ça, parce qu'en plus, il y a un peu ce double coup, c'est-à-dire Rita montre qu'en gros, Hermione, donc papillonne et que d'une certaine manière c'est pas bien, et Molly renchérit en la punissant encore en plus derrière, alors qu'après tout si elle papillonne, et j'ai envie de dire ça regarde que Hermione. C'est une dénonciation de la presse en scandale aussi. C'est ça. Et du coup, comme on parle de personnages qui papillonnent, l'autre occurrence c'est du slut shaming. Du slut shaming, c'est Ginny Weasley. Complètement. Avec Ron qui quand même la surprend en train d'embrasser un garçon et commence à l'engueuler ouvertement dans un couloir de Poudlard en lui disant publiquement, qu'est-ce que tu fais, tu te conduis vraiment comme une catin. En gros, c'est ça. Il dit comme une, il dit pas le mot, et Ginny il dit comme une quoi. Voilà, c'est ça. C'est quand même fortement sous-entendu. Donc on a quand même un personnage là de Ron qui a un comportement extrêmement sexiste c'est ma petite sœur, elle peut pas il y a 2 mois elle était avec Dean, il y a 2 mois elle était avec machin, maintenant elle est avec Dean, ça va pas du tout, et il faut que j'intervienne. C'est ça. En fait, il y a un peu cette double peine, c'est-à-dire le slut shaming. Donc, pour expliquer vite fait, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le terme, en fait, le slut shaming, c'est le fait de le mot slut en anglais qui signifie plus ou moins le catin, salope, voilà, ce genre de choses-là. Et le shaming, c'est vraiment la honte, quoi. Et en gros, c'est parce qu'une femme peut avoir, je sais pas, une sexualité libérée ou faire des choses en public que la bonne mœurs voudrait qu'elle ne fasse pas. On la condamne. C'est elle qui devient en fait on la culpabilise. Voilà, on la culpabilise en disant t'as pas à faire ça. Exemple concret dans la vie de tous les jours, une femme qui n'a pas de petite amie mais a plein de personnes avec qui elle fait un petit peu ce qu'elle veut de ses fesses, et on va lui dire mais tu te rends compte, c'est pas t'as bien, pas honte, c'est comme n'importe quoi, et puis on l'insulte de tous les noms possibles culpabilisants. C'est ça facile, en fait. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est ce côté Ginny est une fille facile. Elle voilà, c'est ça. Et ce qui est particulièrement dérangeant dans cet exemple avec Ron, c'est que donc on suit cette scène du point de vue d'Harry, et en fait le comportement de Ron est justifié par Harry parce qu'il protège sa sœur. C'est ça, voilà, c'est mais c'est sa petite sœur, c'est normal, il s'inquiète. Et autant on peut comprendre que c'est un motif qui revient souvent, voilà, les grands frères protecteurs. Bon, ça c'est une chose, d'avoir un grand frère protecteur, mais là elle n'a pas demandé de protection, elle n'a pas besoin de protection, et surtout là c'est pas une protection qu'il offre. Ginny s'est pas fait agresser, elle n'a pas demandé l'aide de Ron, elle a pas. Elle l'aurait plaqué contre un mur et l'aurait forcé, Ron intervient, j'ai envie de dire heureusement d'ailleurs, mais là elle fait ce qu'elle veut. C'est ça. Et du coup c'est justifié, son comportement est justifié, comme dit mais non mais c'est sa petite sœur, c'est normal qu'il s'inquiète. Mais là il s'inquiète pas, il l'insulte et il se permet d'émettre un jugement. De l'empêcher de faire des choses surtout. C'est ça, il se permet d'émettre un jugement sur son
son comportement alors que ça ne le regarde strictement pas. Exactement. C'est... Et du coup, il y a un petit peu cette double peine là, le côté on l'a. Voilà, c'est elle la coupable de ses propres agissements, d'avoir agi comme ça. Et en plus, derrière, non, mais le frère qui intervient, c'est bien, parce que bon, c'est la figure fraternelle, il est là pour la protéger. Et c'est vrai que le vrai problème dans l'histoire, c'est que si c'était montré et qu'un personnage désamorçait le truc en disant mais tu vas pas bien, pourquoi t'as fait un truc pareil, genre par exemple Hermione qui arriverait et qui lui foutrait une grande claque en disant mais tu te mêles de quoi, ça désamorcerait, c'est-à-dire ça montrerait une scène qui malheureusement arrive souvent, même dans la vraie vie, ce côté, moi je compte plus le nombre de fois où j'ai des potes qui m'ont dit si ma soeur a fait un truc comme ça, je l'enferme dans sa chambre. Moi j'étais là, mais elle fait ce qu'elle veut. Tu te rends compte de ce que tu dis? Là, tu te rends compte quand même qu'elle a 18 ans, qu'elle fait sa vie. Et moi je comprenais pas. Et en fait le problème c'est qu'il s'est pas désamorcé. C'est approuvé même par Harry, comme on voit tout par les yeux de Harry, comme lui il approuve. Et ben on a personne d'autre qui désamorce. Et c'est un peu comme montrer comme ouais bon c'est normal, ça ne l'est absolument pas et c'est carrément malsain quoi. Honnêtement. Et justement, c'est le problème du personnage de Ron qui bon est certes est adolescent et on est aussi, même si ça excuse pas tout, on est dans les années 90, c'est une saga qui était écrite dans les années 90, on n'avait pas le même regard sur ce type de comportement, mais ça reste, c'est pas pour autant que c'est pas problématique. Et le personnage de Ron, il a souvent des comportements similaires, notamment envers Hermione. Quand je crois que c'est peu après cette scène avec Ginny où Ginny se met en larmes parce qu'il dit Harry il a embrassé Cho, Hermione elle a embrassé Krum, il n'y a que toi qui trouve ça dégoûtant, grandis un peu, moi j'ai le droit d'embrasser qui je veux. Et Ron savait que Harry avait embrassé Cho, mais il ne savait pas que Hermione avait embrassé Krum. Et quand il comprend que c'est vrai, il va faire la gueule à Hermione. Ouais. Il va la juger et il va lui en vouloir pour ça. Il a aucune raison de la juger là-dessus, d'avoir son mot à dire sur quoi que ce soit. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et il y a vraiment cette idée de elle a fait ça. Franchement, moi ça me plaît pas. C'est pas bien. C'est de la jalousie, mais elle aurait dû attendre. C'était à moi d'être le premier. Oui, voilà, c'est ça. On parlait de désamorcer la situation avec Ginny. Tout à l'heure, on parlait de Molly et ce triangle amoureux. Là, par contre, notons quand même que effectivement la situation est désamorcée par Harry, qui fait la remarque à Molly Weasley en lui disant vous n'avez pas cru tout ce qui était... Vous croyez quand même pas tout ce que Rita dit dans les journaux. Et Molly qui à ce moment-là se rend compte que ce qu'elle fait est complètement ridicule et qui dit non, bien sûr que non. Elle présente pas spécialement d'excuses, donc elle revient pas pour autant sur son comportement, mais on a quand même une remarque qui signale dans ce cas-là que ce qui s'est passé n'est pas normal et problématique. Mais ce qui est dommage, non seulement c'est vrai que du coup le comportement s'est poursuivi avec Madame Weasley, il a fait une intervention, et il a fallu l'intervention de Harry. Et du coup ça renforce aussi un peu l'idée que il faut que ce soit les hommes qui interviennent pour. Oui, voilà, c'est ça. C'est dommage. Il aurait pu ça aurait pu être Hermione qui aurait pu dire quelque chose, et du coup le fait d'avoir écrit cette scène de cette façon. Il y a besoin d'avoir un personnage masculin qui vient un peu sauver et régler la situation. Ça peut pas se faire entre personnages féminins. C'est ça. Et on a une intervention de quelqu'un qui dit que oui, Ron exprime juste un sentiment de grand frère protecteur. C'est toujours bizarre de voir sa sœur avec un petit ami. En revanche, il n'aurait pas dû l'insulter. Mais vis-à-vis d'Hermione, il ne se sent pas sexiste du coup. Au contraire, il se sent inférieur à elle. Alors moi, oui, c'est bizarre, mais ça, c'est comme on dit, ça ne justifie pas d'insulter. Et même si tu trouves ça bizarre, tu le ravales et tu le gardes pour toi et tu laisses ta petite sœur faire sa vie, parce que de toute façon un jour elle le fera forcément sans toi, donc il faut bien commencer un jour. Je dis pas quand elle a 5 ans et demi, mais disons que voilà, quand elle a l'âge de Ginny, je veux dire à ce moment-là Ginny elle a quoi, elle a 15 ans. 15 ans, je veux dire à 15 ans elle fait sa vie, je veux dire elle est dans l'âge maintenant, donc c'est un peu logique. Plus, surtout à Poudlard où ils sont quand même livrés à eux-mêmes. Oui, complètement ça. Et puis en plus, ils savaient déjà que l'année précédente elle était sortie avec Michael Corner. C'est pas genre une révélation comme ça. C'est ça, c'est pas la découverte. Voilà, complètement. Et concernant le fait qu'ils se sentent inférieurs à Hermione, alors oui, mais d'un point de vue purement intellectuel, à côté de ça, il lui met quand même dans la tête, en tout cas dans les premières années, des choses qui sont franchement pas agréables. Et puis surtout, vraiment, par rapport à cette histoire de baiser avec Ron, il lui fait vraiment la gueule, quoi. Après, il est vraiment désagréable avec elle, juste pour ça. Et Harry le dit,
en pensée, quoi. Il le dit pas à Hermione, mais il dit Hermione il voit qu'Hermione est blessée et il dit je sais pas comment lui dire que sa seule son seul crime entre guillemets, c'est d'avoir embrassé Victor Crumb un an avant. C'est ça, quoi. alors que c'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. Et Ron la juge et lui fait la gueule à cause de ça, ce qui est quand même. Surtout que ça se produit au moment où Ron il sort avec Lavande. Juste après. C'est juste avant qu'il sorte avec Lavande. Voilà. Donc c'est pas comme s'il avait un sentiment de je suis inférieur parce que j'ai pas eu l'occasion, moi, j'ai pas encore eu de ce genre d'histoire. Il est sorti avec Lavande pendant 6 mois et enfin, je sais plus s'il est encore avec elle. Je crois qu'il sort avec elle juste après en fait. Ouais, juste après. Mais d'ailleurs, ah oui, c'est un peu sa vengeance. C'est ça, c'est sa vengeance. En fait. Et moi personnellement, je pars d'un principe, c'est que si vraiment il se sentait inférieur à elle, il aurait même pas essayé de se venger, alors que là, il essaye clairement d'être un petit peu, d'asseoir un petit peu sa domination sur elle. Moi aussi, j'en suis capable. Tu vois, moi aussi, je le fais. Et oui, il se sent inférieur à elle intellectuellement, c'est-à-dire il arrête pas de lui dire voilà, en cours, t'arrives à faire ci, t'arrives à faire ça, mais ça s'arrête purement à la salle de classe. Mais c'est surtout aussi que, enfin, quand t'es adolescent, il y a toujours, je pense, pour beaucoup d'adolescents, il y a toujours ce truc de moi j'ai tel âge, j'ai jamais embrassé quiconque, ou j'ai jamais fait ça, ou j'ai jamais, et j'ai jamais eu le droit de faire ça, même en dehors de toute relation sentimentale, mais par rapport à dans ta relation même avec tes parents, de l'autonomie que tu as, et du coup de ton expérience, et je pense qu'il y a toujours un sentiment aussi un peu pour certains, voilà, mais machin, il a déjà embrassé, moi j'ai jamais fait de bisous, comment je suis en retard, est-ce que, c'est quelque chose qui est très réaliste sur le comportement des adolescents, mais le problème c'est pas que Ron se sente mal parce qu'il a 16 ans et qu'il a jamais embrassé une fille. Je veux dire, ça arrive à plein d'adolescents. C'est pas quelque chose de mal en soi, et on peut comprendre que lui il puisse dire mais est-ce que je suis normale, enfin je veux dire, c'est quelque chose pour le coup qui arrive à énormément de personnes. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il en veuille à Hermione et qu'il la fasse culpabiliser pour ça. Et c'est vraiment là le point qui change les choses et qui change le point de vue. Voilà, officiellement à ce moment-là, il a sûrement, enfin, je pense qu'il avait déjà des sentiments pour elle, mais ils ne sortent pas ensemble. Non. Et puis même s'ils sortaient ensemble et qu'il se passait quoi que ce soit, ça reste que Hermione est un être indépendant. Si elle décide, par exemple, je sais pas, ils sortiraient ensemble, elle le plaque, elle va avec Crumb. C'est comme ça, c'est sa décision, et lui de réagir ainsi, c'est pour ça que dans l'intervention la personne dit il est pas sexiste, réagir comme ça c'est du sexisme, clairement, parce que du coup c'est considéré que en gros elle aurait dû l'attendre, en gros c'est typiquement ça, elle aurait dû l'attendre, alors que j'ai envie de dire fallait faire le move avant. Et pour rebondir sur du coup la relation de Ron, sa relation avec Lavande, je sais pas si c'est ce dont tu voulais parler. J'allais enchaîner là-dessus parce que comme on disait justement, c'est un peu une manière de se venger. C'est déjà problématique la manière dont il va traiter Lavande comme un outil de vengeance pour Hermione, et puis après le traitement du personnage de Lavande. C'est ça, le traitement du personnage de Lavande, qui déjà était pas hyper glorieux au début. Enfin, tout à l'heure on parlait des personnages hyper féminisés qui n'étaient pas mis en avant. Enfin, Lavande, Parvati, etc. Elles sont souvent décrites comme des filles toujours en train de glousser, qui sont très féminines et qui méritent pas énormément d'attention. Oui, c'est ça. Donc c'est déjà quelque chose qui est un peu gênant en soi, d'une part, mais comme on sait tellement peu de choses sur elle que du coup c'est difficile d'avoir une vision d'ensemble. Oui, c'est un peu compliqué. Mais le problème du personnage de Lavande qui prend de l'importance dans le tome 6, c'est qu'elle est vraiment décrite comme une nunuche. Elle est décrite comme une fille très superficielle. C'est vraiment son trait de caractère principal. Et le problème, c'est que, déjà ce qu'on oublie, c'est que elle a 15-16 ans. Alors, d'une part, quand on est adolescent, je veux dire, ça nous arrive tous d'être un peu immature ou quoi. Elle a 15-16 ans, elle est amoureuse. Enfin, je veux dire, c'est qui a pas été un peu ridicule, un peu mièvre, un peu. Enfin, je veux dire, quand elle est amoureuse, elle est ado. Enfin, c'est mignon, quoi. Je veux dire, et c'est logique. C'est pas. Bien sûr. C'est pas quelque chose qui devrait être déprécié. Et c'est ça le problème, c'est que c'est montré comme quelque chose qui est ridicule, comme quelque chose qui est pas normal, comme quelque chose dont on peut se moquer. Avec ces petits mots là. Et qu'elle soit toujours en train de s'accrocher au cou, mais ils sont ensemble. Et donc, je veux dire, c'est logique d'attendre à partir du moment où ils sont tous les deux qu'elle ait envie de lui tenir la main, qu'elle ait envie de l'embrasser. Je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait normal. Oui, totalement. Et puis d'autant plus, il me semble que Ron est le premier petit copain de Lavande. Donc non seulement elle est jeune, mais en plus c'est son premier petit copain. On sait qu'elle a été au bal de Noël avec Seamus Finnegan, mais on ne sait pas vraiment après s'ils sont restés ensemble. Je suis pas sûre qu'il s'est passé vraiment grand chose, quoi. Alors que là, Ron lui accorde de l'importance, que il est présent. Et d'ailleurs,
je trouve même qu'à y réfléchir, et j'espère que ma théorie est fausse, mais la façon dont c'est amené, le fait que voilà, et entre guillemets, il choisit de sortir avec une fille pour se venger avec Hermione, il a quand même choisi une fille que lui-même ne cache pas qu'il la trouve un peu nunuche. Et du coup, c'est quand même encore plus glauque de s'imaginer que ça se trouve, il a choisi typiquement une fille un peu nunuche en se disant, de toute façon, je vais réussir à la berner, parce que c'est complètement ou ça. aussi, justement, une fille qui est complètement à l'opposé d'Hermione. C'est ça, complètement. C'est, voilà, regarde, c'est pas du tout toi qui m'intéresse. D'une certaine façon, c'est un peu la même chose que fait Hermione pour se venger quelques mois plus tard avec Cormac McLaggen quand elle va au bal de Noël avec lui. Oui. C'est un peu similaire, parce qu'elle dit je l'ai choisi. Oui, mais elle dit je l'ai choisi juste parce que c'est celui qui énerverait Ron le plus. Donc tu sens qu'il y a vraiment un jeu très malsain qui se met en place entre eux. Mais Cormac, il est moins, il est moins ridiculisé que la vente, qui est vraiment perçue. Et du coup, dans l'image, comme c'est en plus c'est la première fois qu'elle prend un peu d'importance, du coup, la vente, elle a vraiment cette image de personnel mais débile. Oui. Alors que ça reste une sorcière à nouveau qui a pas hésité à suivre Harry dans l'armée de Dumbledore. Elle lui a fait confiance. Elle a suivi les cours de l'armée de Dumbledore. Elle s'est battue à la fin du tome 6, dans le tome 7. Elle est pas idiote, elle est pas elle est pas définie juste par le fait par le fait de sa relation avec Ron, et c'est dommage de la réduire à ça. Ceci étant dit, mais c'est quelque chose sur lequel on ne pourra pas se pencher parce qu'on n'aura pas le temps. Ce que tu soulignes avec Cormac McLaggen, qui est vraiment en fait le pendant masculin de Lavande, et il doit y avoir une étude très intéressante à faire sur la manière dont ces deux personnages-là sont traités, puisqu'ils sont utilisés tous les deux par Ron et Hermione pour se venger l'un de l'autre. Que Cormac, c'est un peu le stéréotype du sportif qui a un pois chiche dans le cerveau. C'est ça. Ça doit être très intéressant, et comme J.K. Rowling fonctionne souvent en symétrie, c'est sans doute je pense pas que c'est question fait à par creuser, hasard. Une analyse à faire. Mais je pense que là, on a fait le tour un peu sur le sexisme ordinaire. De toute façon, le problème, c'est qu'on pourrait encore dire tellement de choses, mais voilà, en règle générale, il y a des problèmes. Du coup, je pense qu'on peut enchaîner sur l'autre problème social dans lequel on voulait se pencher, c'était la culture du viol. Qui est un sujet beaucoup plus lourd. Alors encore un sujet lourd, vraiment pas évident. Voilà. Donc pareil, peut-être petite explication par rapport au terme. Exactement ce que c'est. En fait, la culture du viol, c'est quelque chose qui, encore à l'heure actuelle, fait très grand débat, même pour nous, j'allais dire IRL, puisque beaucoup de personnes remettent en question son existence. Ce que je trouve quand même très très bizarre, mais pourquoi pas, qui est que tout simplement on a cette culture un petit peu autour de que ça va être du non-consentement, ou ce genre de choses-là, ou de tout simplement déprécier les personnes, j'allais dire majoritairement féminines. C'est quelque chose qui est très... qui normalise les relations abusives. Voilà, par exemple, un exemple concret, quelqu'un qui dit ah oui, mais bon, ils se sont disputés, il l'a retenue et il l'a enfermée dans une pièce jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Les gens vont trouver ça mignon, voire vont peut-être trouver ça un peu exagéré, mais ils vont se dire oui, mais en même temps, ils l'aiment. C'est ça la culture du viol. Parce que du coup, c'est accepter le fait que la personne est passée outre le consentement et l'avis de l'autre, entre guillemets, dans sa tête pour son propre bien, alors qu'en fait, ça parce que non, ça veut dire oui. Voilà, c'est ça. Et c'est à peu près ça. On pourrait résumer, culture du viol, c'est le fait de croire que bah non, mais ça veut dire oui quand même un petit peu, quoi. Voilà. Et en fait, l'univers d'Harry Potter est plein de situations problématiques et d'usage en fait de la magie problématique en la matière. C'est ça. Et on se demande pourquoi c'est pas plus réglementé. Voilà. Les trucs les plus évidents, c'est les filtres d'amour. Oui. Voilà. Qui non seulement sont traités à la légère, ils sont vendus dans un magasin de farce et attrape, quand même. C'est pas. Ils sont fabriqués à Poudlard. C'est comme si on vendait du GHB dans un magasin de bonbons, quoi. Au bout d'un moment. C'est la drogue du viol. La drogue du viol. C'est complètement ça. Et ils sont, voilà, même si c'est dans un cadre de cours de confection de potions compliquées, il y a quand même un chaudron entier d'Amorantia dans la salle de potions, dans le tome 6.
Et ça a l'air de gêner personne. Ça a l'air d'être normal. En fait, la seule condamnation, on va dire, des filtres d'amour, c'est le fait que Voldemort est né d'un filtre d'amour et qu'on dit il est né sans amour et donc il est devenu un monstre. Mais c'est pas le fait d'être né d'un filtre d'amour, c'est surtout le fait qu'il n'a pas vécu avec ses parents et du coup il n'a pas reçu l'amour à l'orphelinat. Mais par contre, l'usage du filtre d'amour, la scène du filtre d'amour avec Ron... Ouais, c'est une scène qui est extrêmement problématique. Du coup, pour resituer, dans le tome 6, au moment de son anniversaire, Ron déballe un certain nombre de cadeaux. Et parmi les cadeaux, il mange une boîte de chocolat. Et en fait, c'était pas des chocolats dressés à lui, c'est des chocolats que Romilda Vane avait offert à Harry, qui contenaient donc un filtre d'amour. Et du coup, Ron tombe fou amoureux de Romilda Vane. Alors, d'une part, il y a le côté problématique de Romilda Vane qui s'est procuré des chocolats dans lesquels elle a caché du filtre d'amour, qui a posé aucun problème à personne, elle l'a donné. Et que Harry, c'est pas plus. C'est passé à Poudlard. Ça s'est passé à Paris. Et Harry, il a dit bon, il s'est méfié parce qu'on lui a dit qu'il y avait sans doute des filtres d'amour, mais il se dit ok, je vais les cacher. Mais il s'est même pas dit je vais aller le signaler parce que c'est quelque chose de grave. Oui. C'est déjà assez dérangeant en soi. On en revient à la sécurité de Poudlard qui laisse toujours à désirer. Mais c'est surtout aussi le fait que la façon dont est traité le cas de Ron, c'est extrêmement symptomatique du traitement du viol de manière générale. C'est-à-dire que Ron, donc, il prend ce filtre d'amour-là, il est victime d'un abus de ses sens en fait, parce que du coup on lui fait croire qu'il est amoureux, etc. Et Harry, ce qu'il va faire, au lieu d'aller dire on va aller voir Madame Pomfrey, on va signaler qu'il y a eu un problème, c'est ça. Il va dire on va aller voir Slughorn, il pose pas trop de questions, ça va être discret, surtout on va pas trop en parler. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est Ron qui est la victime. Il trouve ça amusant aussi. Il trouve ça Harry amusant. trouve la situation très amusante, alors que... Il trouve ça amusant, et surtout, il va dire non, mais voilà, on va aller voir... on va aller voir Slughorn, etc. Après, il y a quand même toute une conséquence où du coup il prend le poison. Enfin, tout ça, ça serait pas arrivé s'il avait été voir Madame Pomfrey dès le début. Bah, oui. Et du coup, c'est vraiment cette considération du viol que voilà, une victime de viol, elle va être stigmatisée et en fait, elle va s'en prendre plein la gueule, honnêtement, si au moment d'aller porter plainte. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de victimes qui ne portent pas plainte. C'est un petit peu l'archétype de va en parler, par exemple, à une psy, mais surtout ne va pas aux autorités, voir un médecin, ne va pas dire qui va faire une attestation comme quoi il s'est passé quelque chose, ne va pas. Et surtout, c'est la difficulté d'en parler et la difficulté de la prise en charge derrière. C'est ça. C'est ça aussi qui est. Et du coup, là, c'est extrêmement symbolique. C'est très symbolique, totalement. De la façon dont même Slughorn, il rigole. Oui, complètement. C'est un petit filtre d'amour. Alors qu'ils sont jeunes, qu'est-ce que c'est alors que ça peut aller très bien, parce que si je me souviens, dans le livre, à un moment, il mentionne qu'il dort plus ou il mange plus, enfin un truc comme ça. Ça peut être dangereux même pour sa santé. Ça dure que quelques heures. Oui, ça dure quelques heures, mais il fait. Enfin, je sais plus, je me souviens plus comment c'est décrit dans le bouquin, mais il est quand même très très obsessionnel avec ça. Et moi, je trouve ça flippant. Enfin, moi personnellement, j'aurais quelqu'un qui change comme ça radicalement. Il a la chance que parce que du coup, quand il déballe ses cadeaux, Harry est à côté, mais il a la chance qu'il y avait quelqu'un à côté qui a compris ce qui s'était passé. Parce que du coup, Harry, il a fait le lien parce qu'il a vu la boîte de chocolat, il savait que c'était pas lui, etc. Mais il n'aurait pas su ça. Si c'était par exemple Neville ou Seamus ou Dean, qui n'aurait peut-être pas forcément compris ce qui s'était passé parce qu'il n'avait pas tous les éléments. Le dortoir des Gryffondor, des filles de F1, il est pas loin. Ron, il aurait agressé Romilda Vane, il fout quand même une claque à Harry quand Harry se moque de lui. Enfin, on lui vole complètement le contrôle de ses gestes et le contrôle de... Puis d'ailleurs, soit dit en passant, je trouve que c'est quand même un petit peu limite que Harry s'en rende compte qu'en voyant la boîte, parce que c'est quand même son meilleur ami. Moi, je sais pas, un changement comme ça soudain dans le caractère de mon meilleur pote, je me pose des questions. Le truc, c'est qu'au début, il se pose des questions et il pense qu'il parle de lavande. Oui, voilà. Il pense qu'il parle de lavande. Et puis c'est quand il dit qu'il parle de Romilda Vane, là, il comprend qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait normal. C'est parce qu'il dit elle est tellement belle, etc. Mais sans donner de prénom. Donc au début, il comprend pas. C'est quand Harry lui pose la question qu'il dit mais non. Mais lavande, qui ça? Mais non, je te parle de Romilda Vane. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Oui, après, on peut se dire bon voilà, c'est le fait que la magie permet de régler tellement facilement les problèmes. Qu'elle en crée aussi très facilement. Voilà, mais il s'en soucie pas. C'est juste un petit filtre d'amour, un petit antidote et c'est parti. Mais voilà,
ça reste problématique. Et on a Mimi Genia. Oui. Non, il y a une intervention, il y a quelqu'un qui dit qui confirme ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que Merope Gunt avait utilisé un filtre d'amour, donc effectivement, et quelqu'un qui rebondissait en disant que du coup, techniquement parlant, on pourrait conclure que Voldemort est né d'un viol. Oui, il est né d'un viol, mais en fait, on dit souvent que Voldemort est devenu la personne qu'il est parce qu'il est né d'un filtre d'amour, mais en soi, si Méropée n'était pas morte lors de son accouchement, qu'elle avait élevé Tom Jedusor, il aurait sans doute pas eu le même destin, il aurait été aimé, on ne doute pas que Mérope l'aurait aimé. Les figures maternelles Harry Potter. Ou même si d'autres choses s'étaient passées autrement, c'est-à-dire s'il avait trouvé quelqu'un pour le prendre avec lui, pour l'aimer, même si c'était pas sa propre mère, ça serait peut-être différent. Il aurait pu être adopté, il aurait pu recevoir de l'amour. Bien sûr. Même si il y a un symbole du fait qu'il soit né d'un viol, c'est plus après dans sa construction enfant le fait de pas avoir grandi avec des parents et justement je trouve ça un petit peu ça crée un petit peu justement ce côté comme il est né sans amour, il est devenu comme ça parce que du coup si on en part jusqu'à la signification du filtre d'amour, c'est l'absence de consentement, donc on parle quand même de viol, c'est-à-dire que les enfants nés d'un viol seraient jamais heureux et j'ai envie de dire heureusement c'est pas le cas. Il y en a qui s'en sortent, c'est pas toujours évident et ça là-dessus je pense que vu le contexte on comprend très bien, mais sinon ça insignerait quand même une idée qui est hyper méga glauque quoi, parce qu'en gros tu deviendrais forcément un immonde méchant qui tuerait tout le monde parce que t'es né dans un contexte qui est assez horrible. Victimes, c'est ça, voilà. C'est ça, et en plus du coup c'est double peine pour la victime parce que en gros, regarde, t'as ton enfant, il est né, mais il est devenu comme ça. Enfin, c'est quand même hyper méga malsain comme genre de discours et heureusement on a l'impression qu'ils sont un peu comme ça sur le fil, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté, oui, mais c'est parce qu'il n'a pas eu ses parents. C'est pas évoqué directement, mais si on creuse un peu, on voit qu'il y a des problèmes. Voilà. Et voilà, on creuse Mimi Géniard, qui est présenté comme un personnage assez amusant. D'ailleurs, on n'en a pas parlé dans les figures féminines, mais il y a peut-être des choses à dire sur Mimi Géniard. C'est un personnage qui est vu comme très comique, alors qu'en fait, c'est un personnage qui est très tragique. Mais c'est horrible son histoire. Tragique, mais aussi malsain, puisqu'elle vient quand même espionner les garçons dans leur bain. Elle vient quand même se glisser avec eux dans leur bain. Oui. Et c'est vu et c'est présenté comme quelque chose de drôle. Oui, alors que non, pas du tout. Même si Harry dit qu'il est gêné, c'est jamais formulé comme une intrusion, une atteinte à sa pudeur. C'est gênant, ok, non, c'est ça. T'es gêné, écoute, Dumbledore, s'il te plaît, intervient et interdit à Mimi Géniard de se pointer dans les salles de bain. Par exemple, on savait que quand après sa mort, elle a hanté Oliver Hornby, qui était responsable de sa mort, et donc et qu'il y a eu une intervention du ministère qui l'a interdit. On pourrait très bien dire les fantômes n'ont pas le droit d'aller. Même le fait qu'elle soit dans les toilettes, c'est même si elle est décédée dans les toilettes, donc c'est normal qu'elle y reste. Mais il y a un côté malsain à rester à hanter les salles de bain et les toilettes. Tu oublies qu'il y a son existence et tu te retrouves face à face avec elle. Moi, j'avoue que personnellement, j'y retournerais pas dans les toilettes, clairement. Mais... oui. Non, mais du coup, donc les filtres d'amour, Mimi Géniard. On a les sortilèges aussi qui privent les gens de leur volonté. L'Imperium. L'Imperium, la petite particularité, c'est que c'est quand même un sortilège impardonnable. Oui. Donc, même si c'est un sortilège qui techniquement peut mener une perte de contrôle, par définition, c'est la soumission totale à quelqu'un, mais comme c'est un sortilège interdit, il y a un certain jugement. Mais par du contre, il y a un ministère. sortilège un peu dans le même genre d'une certaine manière, et j'ai plus le nom, c'est celui qui permet d'immobiliser totalement les gens. T'as la 2, t'as le stupéfixe et t'as le pétrificus total. Et le pétrificus, on en est quand même. Alors forcément, généralement, quand c'était utilisé, c'était pour faire en sorte que les gens ne bougent plus, pour immobiliser des méchants ou autres, mais dans certains contextes, ça peut être super dangereux. Si on s'imagine. Mais même. C'est ça que c'est problématique, il n'y a que 3 sortilèges impardonnables. Il devrait y en avoir beaucoup plus. Oui, quand on imagine les sortilèges d'amnésie, tu fais ce que tu veux à quelqu'un et puis. Et non seulement t'as le sortilège d'amnésie, d'oubliette, qu'utilise beaucoup Lockhart, mais t'as aussi les sortilèges de modification de mémoire qui est pas tout à fait le même, c'est ce qu'explique Hermione dans le tome 7. Elle modifie la mémoire de ses parents pour le protéger. Elle fait ça avec de bonnes intentions. De bonnes intentions, même si ça reste une atteinte à c'est ses clairement parents. une intrusion, mais quelqu'un avec une mauvaise intention, modifier la mémoire de quelqu'un, modifier ses souvenirs, c'est une intrusion énorme dans ta, mais complètement, dans ta vie, une atteinte à ton intégrité. Oui, complètement. Donc, et c'est quelque chose qui est vu comme
comme normal, plus ou comme moins banal. normal et qui n'est pas voilà, spécialement critiqué. Oui, Quoi. oui, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment cette culture de la banalisation d'actes qui n'ont rien de banal. Et en fait, c'est peut-être aussi un problème de le manque de réglementation, c'est qu'à partir du moment dans une société où il n'y a pas de réglementation, c'est un peu la loi du plus fort et donc une culture de la contrainte et de la soumission. Et donc du coup, si quelqu'un a de bonnes intentions, ça va très bien se passer. Mais le jour où quelqu'un est mal intentionné, et c'est ce qu'on voit avec Voldemort, c'est que du coup il a tous les pouvoirs magiques, toutes les formules, tous les aspects de la magie les plus sombres et les plus et les plus toxiques qui sont à sa portée et qu'il peut utiliser. C'est ça. Et du coup, il n'y a rien qui peut vraiment le Même le si on ralentir. a dit qu'on parlait pas tellement des animaux fantastiques, dans les manipulations de souvenirs, etc., dans le film des animaux fantastiques, la manière dont ils utilisent les souvenirs pour mener les personnes à leur exécution. Oui, mais moi cette scène, je suis désolée, encore maintenant, quand je la vois, mais je suis vraiment fondamentalement pas bien. C'est-à-dire, c'est physiquement, j'ai des grosses sueurs. Cela dit, les conditions de la peine de mort aux États-Unis, c'est pas beaucoup mieux. Mais c'est horrible parce que moi, quand j'ai vu ça, j'étais là. Je savais pas. L'idée que ce genre de choses puisse se passer à un niveau institutionnel. C'est ça, c'est est extrêmement malsain. Mais après, ça reste dans l'idée qu'on est aux États-Unis où la peine de mort est autorisée et qu'à l'époque, c'est une dénonciation de ça. Et à l'époque, ils n'étaient pas aux techniques entre guillemets les moins douloureuses de la peine de mort. Enfin, les gens, même si ça existe encore, le peloton d'exécution et ce genre de choses. Bien sûr. Mais c'est vrai que la scène, moi, m'avait marqué de ce côté-là, de ce côté, on essaye de tirer les gens avec leurs souvenirs pour que entre guillemets, au moment de leur mort, ils aient un dernier bon souvenir. Et moi, j'étais là, mais vous vous rendez compte un peu de l'horreur que c'est, quoi. On sort des livres pour enfants. Là, mais là, c'est clair que là, on en est très loin. Mais effectivement, c'est d'ailleurs ce qui est assez paradoxal, puisqu'on parlait justement des méchants qui utilisent ce genre de sortilèges qui privent parfois de simplement de volonté et tout ça. Ce qui est assez paradoxal dans l'histoire, c'est que quand les méchants l'utilisent, c'est impardonnable. Quand les gentils l'utilisent, oui, mais c'est parce que c'est nécessaire. C'était pour la bonne cause. Vous utilisez le même sortilège et finalement à des fins plus ou moins similaires. Oui, ça, on rentre dans les questions d'intention. Oui, bien sûr. Mais dans l'idée, c'est la problématique. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, là, j'ai plus l'exemple qui m'était venu d'un coup quand on en parlait. Et j'étais là, ça m'a percuté. Mais le fait d'utiliser ces sortilèges-là et de critiquer, vous vous rendez compte, ils utilisent tel sortilège, mais vous les avez utilisés. Mais il y a un peu cette thématique qui est abordée dans le dernier Star Wars et aussi, sur le fait que les méchants comme les gentils ont les mêmes armes et se fournissent au même endroit. Qui était assez intéressant, c'est pas souvent une thématique qui est abordée et qui est soulevée. Les méchants et les gentils dans Harry Potter se fournissent chez les mêmes sortilèges. C'est exactement ça, c'est complètement ça. On parlait de potions, oui, on va devoir. Non, je regardais. Il y a eu quelques interventions, mais en fait, au fur et à mesure, on a répondu. D'accord. Il y a juste une question qui est revenue 2 fois, donc je vais quand même la mentionner. Et c'est vrai qu'elle est intéressante. C'est J.K. Rowling a révélé que Dumbledore était gay, mais il n'y a pas de personnage. Est-ce qu'il y a des personnages féminins gays dans l'histoire? Je crois pas. Il n'y en a aucun qui est mentionné, en tout cas qui est ouvertement présenté comme un personnage. Mais même en fait même. De manière générale, dans les livres, tous les personnages sont présentés comme hétérosexuels. Oui, et même d'une certaine manière. Ou alors c'est juste, on ne sait pas. Et, oui, mais c'est ça. Et jusqu'à ce que Dumbledore soit révélé plus tard par J.K. Rowling, dans le bouquin, c'est clairement pas transcendant. Je pense qu'on en parlera plus tout à l'heure avec les fanfictions. Ah oui, ça peut être, comme ça on peut être bien. On a un sujet sur les fanfictions et les créations de fans, où on va justement aborder un peu ces relations qui sont créées par les fans en dehors des livres. Mais dans les livres, il n'y a rien de... Et même dans les déclarations de J.K. Rowling. Et tous les couples qui sont formés ou qui sont sous-entendus ont toujours été des relations hétérosexuelles. C'est ça. Après, on a une autre personne qui dit, qui est intéressant aussi, comme figure féminine, il y a aussi la mère de Barty Croupton Jr. qui préfère se sacrifier pour permettre à son fils d'être libre, bien qu'il soit quelqu'un d'horrible, ce qui rejoint l'idée de la mère protectrice à tout prix. C'est pas faux, parce que c'est vraiment, en fait, moi je trouve que effectivement c'est pas bête, c'est vraiment le sacrifice ultime, c'est-à-dire que la nana, elle a vraiment la personne la plus horrible du monde en tant que fils, mais elle va quand même se sacrifier parce qu'elle doit se sacrifier parce qu'elle est mère. Et dans les mères qu'on oublie souvent, nous on n'a pas mentionné tout à l'heure, mais c'est la mère de Lily et Pétunia, oui. Dont manifestement Pétunia a énormément souffert de la manière dont sa mère a apparemment été a vraiment favorisé Lily
avec ses pouvoirs extraordinaires, etc. Oui. Donc la mère de Lily et Pétunia, elle est aussi problématique. Elle a créé une grosse tension entre ces deux filles. Je pense qu'elle incarne le cliché de la mère qui a une préférence pour une de ses deux filles et ça crée un déséquilibre. En voyant ça, on peut aussi penser que Pétunia, il y a une forme de compensation qui se crée. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle surprotège Dudley, parce que du coup, elle lui donne tout l'amour que peut-être elle n'a pas reçu, parce qu'elle était justement, parce que sa sœur lui était préférée systématiquement et qu'elle a souffert de ce manque d'amour et de reconnaissance. Et du coup, elle comble tout ça, elle essaie de rattraper ça en surprotégeant complètement Dudley et en traitant très mal Harry, parce que c'est le... il a provoqué la mort de sa sœur aussi, mais c'est aussi parce qu'il incarne tout ce que... Tout ce qui lui a causé de la peine, en fait. C'est ça. Et dans le cas de Barty, en fait, le truc, c'est ça, c'est que je pense honnêtement, alors après, là, on imagine, on ne sait pas vraiment comment ça serait passé, mais imaginons que dans la scène, la mère se serait pas sacrifiée pour lui, je suis sûre qu'elle serait passée, vu comment ça s'est construit, elle serait sûrement passée pour quelqu'un d'horrible. Ça aurait montré peut-être une image de quelqu'un qui, elle se sacrifie pas pour son fils. Là, c'est un peu de la spéculation, mais vu comment ça se passe pour les autres mères, pourquoi les autres mères sont horribles, c'est parce que finalement, elles abandonnent leurs enfants ou alors elles les soutiennent pas, même quand c'est des personnages qui sont affreux. C'est ça. Les mauvaises mères à partir du moment où une sorcière va être considérée comme une mauvaise mère, ce sera forcément un personnage mauvais dans tous ses aspects et elle sera définie par sa caractéristique de mauvaise mère et elle sera jamais bien vue pour autre chose. C'est intéressant comme point de vue, ce côté, elle se sacrifie alors que clairement, je pense que personne ne se serait sacrifié pour lui, on va être honnête. Mais du coup, on a encore quand même 2-3 petits trucs à aborder sur la culture du viol, je pense, sauf s'il y a encore des interventions. Je regarde, on en a une. On peut toujours un peu déborder, mais... c'est une question sur l'enfant maudit. On avait dit qu'on n'en parlerait pas. Et sur les animaux fantastiques. C'était juste en fait quelqu'un qui disait que les animaux fantastiques semblaient être destinés à un public plus adulte. J.K. Rowling l'avait annoncé. Bon, ça, effectivement, c'était le cas. Et elle va aborder des sujets plus politiques. Sinon, que pensez-vous d'Albus qui soit amoureux et la question a sauté. De Scorpius. De Scorpius, voilà. Justement, Albus et Scorpius, c'est aussi un problème de la dépiction de l'homosexualité, de manière générale des relations non hétérosexuelles dans Harry Potter. Ouais. Parce que quand J.K. Rowling a déclaré que Albus Dumbledore était gay, elle l'a fait lors d'une interview après le tome 7. Et elle l'a fait, pour elle c'était très clair, et en fait il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché, mais si c'était si clair, pourquoi pas avoir dit clairement dans les livres? Ça aurait été un message extrêmement fort. Bien sûr. Et du coup, ça a été, même si les gens étaient très heureux, ça a été extrêmement bien accueilli par le fandom, mais le fait qu'il soit gay, c'était très mal pris qu'elle n'ait pas dit clairement et que ça fait un peu soit pas écrit. C'est ça. C'est là que les Animaux Fantastiques, la nouvelle saga cinématographique est très attendue aussi. C'est comment est-ce que cette homosexualité va transparaître à l'écran. C'est ça. Parce qu'il y aura Grindelwald qui sera là. Albus Potter et Scorpius dans Cursed Child, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, ils ont une relation très très proche et ça semblerait logique. Puis il y a cette espèce de dernière minute où Scorpius se retrouve avec Rose Weasley, qui, dans la culture du viol, etc., c'est assez malsain aussi. Il la poursuit pendant des années et elle le chasse complètement, et puis tout à coup, c'est vraiment obtiens-la, vas-y à l'usure, quoi. C'est ça. À force d'insistance, ça va passer. À force qu'elle n'arrive plus à dormir, elle va finir par dire oui. Voilà. alors que bon, ça aurait été tellement... Il y a une fanfiction qui réécrit juste cette scène-là où Scorpius dit qu'il va avoir un premier rendez-vous avec Rose, qui réécrit juste cette scène où, en fait, au final, Scorpius dit mais en fait, c'est pas Rose qui m'intéresse, c'est toi, Albus. Et on la lit dans le livre, ça passe crème. Oui, c'est tout à fait. Et en fait, il y a eu beaucoup de critiques envers J.K. Rowling pour ça, parce que les gens disent bon, ok, Dumbledore, t'as pas osé le dire clairement dans ton bouquin. Maintenant, tu le sais que les fans ils attendent tout ça, et il y a cette relation qui est construite pendant sur plusieurs années, parce que du coup Cursed Child s'étale sur plusieurs années. Entre les deux personnages, j'ai une relation qui est extrêmement forte, et les acteurs en jouent d'ailleurs beaucoup sur scène. Et qui à la fin de nulle part dit non, on va rentrer dans le schéma des relations hétérosexuelles, et ça a été très 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 mal accueilli, parce qu'il il y a encore une fois elle a pas osé aller jusqu'au bout, elle est passée à côté, alors qu'elle avait
plus l'excuse de ça sera moins bien vu, ça sera moins. On va peut-être terminer Ouais. du coup, Ouais, sur les quelques points. Sur les quelques points qu'on notamment avait, celui-là. je vais mentionner, on a parlé des potions à la Mortensia, les potions de mémoire, on a le Veritaserum aussi, Oui. qui force quelqu'un à dire la vérité. Donc, qui est C'est une aussi façon de très manipuler ta problématique volonté. dans l'intrusion dans la psyché personnelle. Une autre potion, le polynectar, Oui. où on prend l'apparence et le corps de quelqu'un d'autre. C'est quand même extrêmement malsain aussi, Ouais. quand c'est, d'autant plus si c'est contre leur gré. On dirait la mythologie grecque. Voilà, et on voit C'est horrible. Dans la la scène des scène, 7 Potters, où donc, ils se transforment tous en Harry. Et ils explorent le corps de Harry. Il se mais déshabille comme ça devant tout le monde, voilà, sans gêne. sans aucune gêne. Ouais. Ron, il fait une remarque en disant « Ah, je savais que Ginny mentait à propos de ce tatouage. C'est Et Harry dit qu'il est très gêné Oui, pour le coup. Harry dit D'ailleurs, qu'il est oui. très gêné. C'est une violation complète de l'intimité de Harry Bah oui. et qui est traitée comme une scène légère, humoristique, drôle. C'est amusant. Ils sont tous. Et puis ils font ça voilà. pour le protéger, donc c'est Voilà. c'est une bonne, Ça va. c'est une bonne C'est ça, excuse. c'est bon. Non mais du coup, le fait de le justifier, le fait de faire ça pour le protéger, presque juste, c'est Oui, une façon de c'est beau, justifier. utilisé pour la bonne C'est cause, ça. donc ça va. Mais du coup, il y a ce côté aussi pour le plus grand bien, un peu comme Dumbledore et Grindelwald, de jusqu'où tu vas pour soi-disant les bonnes Le plus raisons grand bien, et à quel point c'est vraiment des bonnes raisons. Oui, c'est ça. Et le dernier élément, c'est Ombrage et les centaures. Oui. Alors pour remettre dans le contexte, quand on connaît un peu la mythologie, les centaures sont adeptes de viol D'êtres humains. dans la mythologie. En général, ils cherchaient des femmes assez fortes pour pouvoir, parce que c'était les seuls, qui pourraient survivre en fait au fait d'accoucher d'un au centaure. viol d'un centaure. Et Ombrage se fait quand même emmener dans la forêt à la fin par un groupe de centaures en furie. Il faut rappeler que J.K. Rowling maîtrise très bien la mythologie, qu'elle a étudié, qu'il y a beaucoup d'allusions à la mythologie, donc c'est pas anodin. C'est pas anodin que Ombrage soit enlevée comme ça, et quand elle revient, elle montre quand même des traces de trauma assez profonds. Oui, assez profond, oui. Elle est quand même pas elle-même. Elle est erratique. Elle réagit dès qu'il y a le bruit. Pour les sabots de. Elle montre des post-traumatic syndrome. Donc, c'est une scène qui est acceptée parce que c'est Ombrage qu'elle est méchante et qu'elle l'a bien mérité. Qui est justifiée par tout ça, mais qui, quand on y réfléchit un peu, c'est quelque chose d'horrible. Bien sûr. Et c'est horrible que J.K. Rowling le justifie dans son livre. Et donc il y a tous ces éléments-là dont on a parlé. D'ailleurs, c'est un vrai problème, ça, c'est le fait que parce qu'un personnage serait méchant, il a le droit de vivre les pires choses, surtout si en plus c'est une femme. Alors que non, parce que c'est pas comme ça qu'elle va apprendre qu'elle a fait des erreurs. Et puis parce que c'est hyper méga violent, quoi. C'est pas parce que t'as subi punition plus ou moins. Enfin, c'est pas parce que tu as agi mal pour certaines choses envers certaines personnes que tu mérites d'être maltraité. Enfin, c'est même d'être traumatisé à vie, parce que bon, ça traumatise à vie. On va presque dans la loi du talion. Je suis surpris qu'ils n'utilisent pas les bruits de centaures pour l'écarter à la fin. Ah non, mais c'est clair. Du coup, on arrive presque. Voilà, c'est la loi du talion, quoi. Tu m'as agressé, je t'agresse. C'est ça. Et enfin, je veux dire, on a dépassé ça, quoi. C'est moyenâgeux comme façon de penser. Ah, bien sûr. Donc voilà, en termes de conclusion, je pense qu'on peut dire que Harry Potter, comme on a parlé des femmes, des figures féminines, etc., est extrêmement progressif en matière de... Enfin, est plutôt progressif en matière de représentation des femmes dans une société. Et ça propose vraiment un panel très large de personnages féminins, très diversifiés. Au moins dans les bouquins, parce que dans les livres, malheureusement, beaucoup moins. On n'a pas parlé du coup des hommes, mais il y a un panel de personnages masculins intéressants également, avec Hagrid, avec Dumbledore, qui ont quand même certains aspects féminisés. Et qui ne sont pas dévalorisés. C'est surtout ce qui est important, parce que souvent c'est dévalorisé, donc, et là c'est pas le cas. Qui sont intéressants. Mais par d'autres aspects, on retrouve dans Harry Potter des situations très problématiques de sexisme,
une culture du viol qui est qui est très insidieuse, qui est liée à la pratique de la magie et à la culture de la magie, mais qui est très peu pas dénoncée et qui est pas remis en question. Qui n'est pas remise en question du tout. Et donc on a ces aspects quand même problématiques qui sont à soulever et qui sont à creuser et auxquels il faut réfléchir quand on dit Harry Potter est une œuvre féministe. Oui, mais pas totalement. Il y a encore il y a du chemin encore à faire. Il y a du progrès, mais il y a du chemin. Et ces problématiques de société qui transparaissent dans la saga. Totalement. Et du coup, on va faire. On va revenir sans doute sur quelques interventions, mais pour finir la conclusion, je fais la transition sur le sujet qu'on abordera plus tard dans l'après-midi, des fanfictions. Et les créations de fans. Et des créations de fans en général. C'est-à-dire que cette culture du viol et des relations problématiques, dans les fanfictions, on en retrouve aussi. On retrouve les relations prof-élève, les relations majeures, mineures, des relations incestueuses. Et donc cette culture en fait cette culture du viol problématique qu'on trouve dans la saga Harry Potter, les fans l'ont aussi intégré dans leur propre création. Et les usages de la magie problématiques, eh bien, on les retrouve dans les créations aussi. Les créations de chacun. Et donc c'est quelque chose auquel il faut vraiment qu'on réfléchisse, quand on aborde Harry Potter en termes d'une œuvre progressive. Et quand on crée aussi, du coup, quand il y a une création de fans, justement, qu'est-ce que tu réutilises et qu'est-ce que ça signifie pour ton personnage et pour ton œuvre et où est-ce que ça se place à ce niveau-là Totalement. Voilà. Ok, super. Merci Est-ce qu'il y avait encore des interventions non, il y avait quelqu'un qui précisait qu'en plus, dans l'histoire de Ombrage, c'était quand même Harry et Hermione qui la balançaient, donc à savoir qui c'est qui était le plus cruel dans l'histoire. Effectivement, ça remet beaucoup de choses en question. Mais bon, voilà. Merci beaucoup, du coup, pour l'intervention. Merci. Pour le sujet création et fanfiction, c'est à partir de... c'est dans une heure, 15h. Donc à partir de 15h, sur ce flux-là, il me semble. Sur ce flux-ci. Donc du coup, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir à partir de 15h sur le flux de la Verrière pour regarder l'intervention sur tout ce qui est les œuvres de création et la fanfiction dans Harry Potter. Et sinon, d'ici là, normalement, il y a une autre intervention pendant 1 heure sur ce flux. Jeunesse. Sur la littérature jeunesse et la question de est-ce que c'est une vraie littérature. Quel suspense. Mais ça promet d'être très intéressant. Donc, on vient d'en parler pendant 1h30. Non, c'est pas une vraie littérature. Il n'y a rien d'intéressant à dire sur la littérature jeunesse. Et il y a quelqu'un qui nous remercie en disant que c'était très intéressant. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et donc après, on parlera fan-film, fan-fiction, plein de choses. Comédie musicale. Si ça vous intéresse de creuser le sujet, on a beaucoup d'articles sur la Gazette qui traitent du sexisme et aussi de portraits de personnages féminins. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site de la Gazette du Sorcier. Merci beaucoup. Merci. Et puis, à tout à l'heure. À tout à l'heure.